Le carcinome basocellulaire, il y a 3 formes. La forme nodulaire, donc on va voir des photos après, c'est donc un nodule, plusieurs nodules qui sont parsemés de télangiectasies. Les télangiectasies, c'est quoi? C'est des petites dilatations vasculaires, tout simplement, qu'on va voir en photo. Vous avez ensuite le carcinome basocellulaire superficiel, qui est juste une plaque érythémateuse, qui est un petit peu finement squameuse au-dessus, et le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, qui est donc une plaque infiltrée qui ressemble à une cicatrice blanchâtre, un petit peu brillante. La topographie, c'est sur les zones photo-exposées. Vous savez que, comme je l'ai dit, le soleil, c'est un facteur de risque. Et donc, plus vous prenez de soleil, plus vous avez un risque. Et donc, ça arrive essentiellement sur le dos des mains, sur le visage, essentiellement. Ça apparaît sur une peau saine, donc pas de lésion pré-cancéreuse, sans atteinte muqueuse. Il n'y a pas d'atteinte muqueuse. L'atteinte muqueuse, elle peut apparaître s'il y a une évolution, par exemple un carcinome basocellulaire au niveau de la bouche, enfin au niveau de la lèvre. Vous pouvez avoir une atteinte muqueuse secondaire s'il y a vraiment une extension. La lésion pathognomonique. Pathognomonique, ça veut dire spécifique à 100%. Vous avez ça, vous avez un carcinome basocellulaire, vous n'avez pas autre chose. C'est la perle épithéliomateuse. On va voir une photo juste après. La perle épithéliomateuse, vous avez ça, c'est un carcinome basocellulaire. C'est une petite papule translucide qui fait la taille d'une tête d'épingle, qui est en périphérie de la lésion. Et donc ça, c'est typique du carcinome basocellulaire. Elle n'est pas constante, vous n'avez pas forcément tout le temps une perle épithéliomateuse, mais si vous l'avez, vous avez un carcinome basocellulaire. Les ulcérations, c'est possible, vous pouvez avoir une ulcération. Et attention, parfois, ça peut se pigmenter, ce qu'on appelle le carcinome basocellulaire tatoué, une petite pigmentation noirâtre. Attention, attention, parce que si vous avez ça, il faut absolument penser au mélanome. Si vous avez une pigmentation, ça peut être un mélanome un petit peu atypique, donc savoir l'évoquer également. Voilà, ici un carcinome basocellulaire chez un patient de 91 ans, de type sclérodermiforme. Vous voyez qu'ici c'est une plaque, vous avez l'impression que c'est une espèce de cicatrice. Si vous ne faites pas attention, vous passez complètement à côté. Donc ça, un carcinome basocellulaire sclérodermiforme. Ici, une forme nodulaire, vous avez un nodule avec des petites télangiectasies. Vous voyez qu'ici, vous avez des petites dilatations vasculaires. Et vous avez la perle épithéliomateuse, des petites perles, ici, blanchâtres, autour de la lésion. Ça, c'est typique, on est au niveau du visage, là, chez un patient d'une 60aine d'années. Ça, c'est typique d'un carcinome basocellulaire. Est-ce qu'on fait une biopsie systématique? En pratique, on la fait tout le temps. D'après les recommandations, il ne faut pas tout le temps la faire. Vous la faites uniquement si vous avez un doute diagnostique. Si vous ne comptez pas l'opérer, vous savez que le traitement le plus fréquemment utilisé, c'est la chirurgie. Mais si vous allez décider de faire un traitement non chirurgical, il vous faut absolument une preuve histologique. Donc là, vous êtes obligé de faire une biopsie. Si vous avez une forme clinique de mauvais pronostic, on va voir après ce que ça veut dire, mauvais pronostic, vous êtes obligé de faire une biopsie. Et si vous avez... si le plasticien, le chirurgien plastique vous dit qu'il va falloir faire une grosse reconstruction au niveau du visage, que c'est très infiltrant, que ça va être une grosse chirurgie, il faut faire une biopsie pour prouver le carcinome avant d'aller faire un geste de reconstruction. La biopsie, vous n'êtes pas censé le savoir. Voilà, je vous ai fait l'histologie si ça vous intéresse, ce que vous pouvez voir à l'examen histologique. Est-ce qu'on fait un bilan d'extension? On est devant un cancer, est-ce qu'il y a besoin d'aller faire un scanner, etc., une écho? Non, on ne fait aucun autre examen complémentaire parce que la malignité est dans la grande majorité des cas strictement locale et donc vous ne faites pas de scanner, vous ne faites pas d'écho. Sauf si vous avez bien sûr un ganglion, vous avez un examen clinique qui est anormal. Mais dans la majorité des cas, vous ne faites rien du tout. C'est très simple. Les facteurs pronostiques, c'est quoi? C'est la taille. Si vous avez une taille supérieure à 1 cm sur une zone de haut risque de récidive, c'est un facteur de mauvais pronostic. Sinon, si vous êtes dans les autres zones, c'est de plus de 2 cm. La localisation, si vous êtes au niveau du nez périorificiel, c'est mauvais pronostic. D'accord? Ça, c'est un haut risque de récidive. Si c'est une forme mal limitée ou sclérodermiforme, c'est toujours mauvais pronostic. Si c'est une récidive, vous avez eu une opération pour un carcinome basocellulaire, s'il y a une récidive au même endroit, c'est forcément de mauvais pronostic. Et au niveau histologique, si c'est une forme très infiltrante, c'est de mauvais pronostic. Un seul critère suffit à être dans les mauvais pronostics. Voilà, donc avec tous ces facteurs, vous classez le patient dans un des 3 groupes. Le mauvais pronostic, le bon pronostic et le pronostic intermédiaire. Voilà, selon les caractéristiques du carcinome basocellulaire, selon les facteurs qu'on a vus juste précédemment. Une fois que vous avez ça, vous traitez votre patient. Comme c'est le facteur de risque principal, enfin un des facteurs de risque principal, c'est l'exposition solaire, vous allez absolument dire à votre patient de se protéger contre le soleil. Donc porter des chapeaux, mettre de la crème, etc. Si vous le pouvez, en première intention, c'est le traitement chirurgical. Donc vous enlevez complètement la lésion avec des marges de sécurité généralement supérieures à 3 mm selon le pronostic. Quelquefois, ça peut être des marges plus importantes selon les formes, mais vous n'êtes pas censé savoir. Vous apprenez simplement qu'il faut des marges de sécurité, donc prendre un petit peu plus large que juste la lésion que vous voyez cliniquement. Il y a d'autres possibilités, ça c'est à titre anecdotique, vous n'êtes pas des spécialistes, vous n'êtes pas censé le savoir. Vous pouvez faire de la radiothérapie, de la cryochirurgie, c'est-à-dire traiter par le froid en brûlant la lésion.
L'imiquimod, c'est l'Aldara, hein, vous avez sûrement vu ça en stage. L'Aldara, c'est une crème qu'on donne plusieurs semaines, qui va faire une grosse réaction inflammatoire et enlever le carcinome basocellulaire. On donne ça pour les patients qui sont très âgés, qui ne sont pas opérables, qu'on ne veut pas embêter, on peut leur donner ça. Comment vous surveillez votre patient? Une fois par an au minimum, pendant au moins 5 ans, idéalement à vie. Ça, c'est mieux. Je pense que dans une copie, il vaut mieux dire à vie, bien qu'en pratique, ça ne soit pas toujours évident. Toujours, qu'est-ce que vous regardez à l'examen clinique? Recherchez une récidive ou un nouveau carcinome basocellulaire. Un carcinome épidermoïde, pourquoi? Parce que comme vous savez que le soleil est un facteur de risque, vous allez rechercher un carcinome épidermoïde qui est possible. Et attention, attention toujours, la phobie, la hantise du mélanome. Vous avez 2 fois plus de mélanome chez les patients qui ont des carcinomes basocellulaires parce que ce sont des patients qui se sont beaucoup exposés au soleil, généralement. Donc toujours rechercher un mélanome, très très important. Le carcinome épidermoïde, vous avez aussi un autre terme qu'il faut moins utiliser parce que ce n'est pas le terme exact, hein, mais en dermato on le dit souvent, c'est le carcinome spinocellulaire. Hein. On dit souvent en dermato, le patient a eu un spino. Le spino c'est quoi? C'est le carcinome épidermoïde cutané. Le vrai terme c'est carcinome épidermoïde. C'est assez fréquent, hein, 30 cas pour 100 000 habitants par an en France. Pareil, c'est un cancer de type épithélial. Hein. Carcinome ça veut dire cancer développé à partir d'un épithélium, développé aux dépens des kératinocytes, donc des cellules de l'épithélium. Les facteurs de risque, c'est quoi? Toujours pareil, souvent pour les carcinomes, c'est l'âge, le phototype, l'exposition solaire. Petit rappel, les phototypes, ça veut dire quoi? Le phototype, c'est de 1 à 6. Phototype clair, c'est par exemple le patient roux aux yeux bleus, qui bronze pas du tout. Et le phototype 6, c'est le patient noir. Et entre les deux, vous avez le patient brun, qui bronze facilement. Le phototype le plus à risque est le phototype clair, donc le phototype 1, donc le patient qui est roux ou blond, qui prend des coups de soleil dès qu'il va un peu au soleil. L'exposition solaire. L'immunodépression, hein, typiquement, c'est le patient transplanté. J'ai mis rénal parce que c'est très fréquent. Le patient transplanté qui est sous immunosuppresseur, il est très à risque. Et donc, dans sa surveillance, il faut absolument regarder s'il a des carcinomes épidermoïdes. Les infections à HPV, hein, l'human papillomavirus, hein, qui est responsable aussi du carcinome, des cancers du col de l'utérus hein, chez la femme. Les carcinogènes chimiques. Les ulcères de jambes, hein, ça on va voir ça, les ulcères de jambes chroniques qui ne cicatrisent pas. Il faut absolument penser au carcinome épidermoïde et donc biopsier. Et les métastases, contrairement au carcinome basocellulaire, sont beaucoup plus fréquentes. Et le carcinome épidermoïde a un moins bon pronostic que le carcinome basocellulaire. Cliniquement, ça se présente comment? Ça apparaît sur une lésion précancéreuse le plus souvent. Donc la kératose actinique, on va voir une photo. La kératose actinique, c'est très fréquent chez les patients âgés. Vous avez sûrement vu ça. Les patients âgés qui ont des petites croûtes sur le dos des mains ou sur le cuir chevelu. Hein, les personnes âgées, ça s'appelle la kératose actinique. Ça, c'est un risque de développer un carcinome épidermoïde et donc il faut les détruire généralement avec de l'azote. Vous brûlez les petites lésions à l'azote pour éviter que ça se développe en carcinome. La leucoplasie, ce sont des lésions généralement chez le fumeur qui a des petites taches blanchâtres sur la muqueuse, par exemple au niveau des lèvres. Ça, ce sont des leucoplasies, c'est à risque de transformation en carcinome épidermoïde. Et la maladie de Bowen, qui est un carcinome épidermoïde in situ, strictement intraépithélial, qui est une petite tache érythémateuse, on va voir. Ça se développe sur les lésions photoexposées, puisque le soleil est un facteur de risque, ou sur les muqueuses. C'est possible que ça se développe sur les muqueuses. Ça se présente sous la forme d'un nodule ou d'une ulcération, typiquement d'évolution traînante, c'est-à-dire une ulcération qui ne cicatrise pas, quelque chose qui traîne, qui saignote. Le patient se gratte un peu, enlève la croûte et ça saigne, ça revient, ça recicatrise, ça revient. Ça, c'est très suspect, il faut absolument penser au carcinome épidermoïde. Ici, vous avez une kératose actinique, vous voyez des petites croûtes, hein, ça c'est très fréquent, les petites croûtes qui saignotent un peu chez les patients âgés. Ça, c'est de la kératose actinique. Très fréquent, c'est à risque de se développer en carcinome. La maladie de Bowen, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un carcinome épidermoïde in situ, strictement intraépithélial, qu'il faut enlever chirurgicalement si possible, avant que ça se développe, ça se transforme en carcinome. Ça, c'est la maladie de Bowen. Les rétroplasies de Kera, ça c'est une infection à HPV, ici chez un homme, une petite tache érythémateuse, une petite macule, qui est due à HPV, donc sexuellement transmise, qui peut se développer en carcinome épidermoïde et donc il faut traiter avant que ça se transforme, ça dégénère. Voilà, le carcinome épidermoïde, ici au niveau de la main, chez un patient transplanté rénal. Là, vous avez une ulcération qui est très inquiétante. Hein. Vous voyez que c'est un peu bourgeonnant, ça traîne, et le patient vous dit qu'il a ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut absolument évoquer le carcinome épidermoïde. Est-ce que vous biopsiez tout le temps? Les recommandations disent non. Vous biopsiez quand vous avez un doute, quand le traitement envisagé n'est pas chirurgical, un peu comme le basocellulaire, et si vous avez une intervention qui va nécessiter une grosse opération, quelque chose de très lourd avec une grosse reconstruction par le chirurgien plastique. Et donc là, vous êtes obligé d'avoir une biopsie pour confirmer avant d'aller opérer votre patient.
Les facteurs de risque de rechute, j'ai simplifié parce que c'est quelque chose d'assez assez compliqué, c'est vraiment pour les spécialistes. Vous avez 6 critères cliniques, d'accord, savoir où est-ce qu'est localisé le carcinome, est-ce que le patient est immunodéprimé, est-ce qu'il y a des signes neurologiques d'invasion avec au niveau du visage avec des paresthésies. Et 5 critères histologiques, alors là ça devient vraiment du domaine du spécialiste de l'anapathe. Il faut juste que vous sachiez qu'un seul critère suffit pour être dans un risque, dans le groupe à haut risque de récidive. Voilà, donc 6 critères cliniques, 5 critères histologiques. Un seul critère suffit à être dans le groupe des patients à haut risque de récidive. Voilà, donc le patient est soit dans le groupe à faible risque de récidive, soit à haut risque. Ensuite, qu'est-ce que vous faites comme bilan initial? Est-ce qu'il y a besoin d'aller faire des échos, des scanners, etc. Si le patient est dans le groupe à bas risque de récidive, aucun examen complémentaire. Vous allez bien sûr bien examiner votre patient, évaluer le phototype et l'héliodermie. L'héliodermie, c'est quoi? C'est toutes les manifestations cutanées dues au soleil. Donc les lentigines, vous avez sûrement vu ça, c'est les patients âgés qui ont des petites taches, ce qu'on appelle les taches brunes. Les patients qui ont sur le visage ou sur le dos des mains ou sur le cuir chevelu des petites taches brunes. C'est pas à risque de dégénérescence, les lentigines, mais ça veut simplement dire que le patient s'est beaucoup exposé au soleil et donc il est à risque de développer des carcinomes épidermoïdes. Vous allez palper toutes les aires ganglionnaires, faire un examen clinique complet, mais pas d'autres examens complémentaires. Si le patient est à haut risque de récidive, vous allez rechercher les signes évocateurs de métastase et vous pouvez faire, c'est à discuter, moi je vous le conseille de la faire systématiquement, une échographie des ganglions au niveau des aires de drainage. Si vous avez un carcinome épidermoïde du membre inférieur droit, vous allez faire une échographie ganglionnaire inguinale. Et bien sûr, les recommandations, comme vous avez généralement des patients âgés, faire un bilan nutritionnel, rechercher des comorbidités, faire un bilan de l'autonomie du patient. Ça, c'est important. Je ne vais pas détailler ici. Comment vous traitez? C'est un cancer, donc toujours pareil, vous faites une RCP, c'est-à-dire une réunion de concertation pluridisciplinaire, où vous allez réunir un dermatologue, un oncologue, un chirurgien, un radiothérapeute et un anapathe, uniquement pour les patients au risque de récidive, sinon ce n'est pas la peine. D'accord. En première intention, c'est le traitement chirurgical, vous enlevez totalement la lésion avec des marges de sécurité. Et ensuite, quand vous l'avez envoyé, n'oubliez pas de préciser que vous l'envoyez en anatomopathologie. Vous ne jetez pas à la poubelle la lésion, vous l'envoyez au laboratoire. Si la chirurgie est décidée, vous êtes obligé, ça c'est dans les recommandations, de bien expliquer, mais comme toujours, l'information au patient et donc bien lui expliquer comment se passe la chirurgie, etc. La photoprotection indispensable, la protection contre le soleil, très important. Vous avez d'autres traitements qui sont possibles quand vous ne pouvez pas opérer le patient. Par exemple, voilà, la chimiothérapie, c'est le cisplatine. Ou sinon, vous pouvez avoir l'Erbitux, qui est un anticorps monoclonal, c'est le cetuximab. Vous pouvez le donner éventuellement. Dès que vous avez une adénopathie suspecte, vous avez un ganglion qui est dur, vous êtes obligé de confirmer l'atteinte ganglionnaire. Donc vous allez faire une biopsie ganglionnaire et vous ferez un curage ganglionnaire secondaire uniquement si vous avez confirmé cette atteinte ganglionnaire. D'accord ? Donc pas de curage ganglionnaire systématique. Comment vous surveillez votre patient? Comme tous les autres carcinomes, vous recherchez des récidives locales ou à distance, vous recherchez un nouveau carcinome épidermoïde, et toujours pareil, attention au mélanome, puisque le patient s'est exposé au soleil, toujours attention au mélanome et au basocellulaire, très important. Pas d'autres examens complémentaires systématiques. Ensuite, le mélanome. Le mélanome, c'est donc le grand classique en oncodermatologie, très important. Un cancer cutané qui est grave, qui est développé aux dépens des mélanocytes, avec environ 6 000 à 8 000 cas par an en France, qui peut toucher tous les âges. Ça arrive chez l'enfant, c'est très rare chez l'enfant, mais ça peut arriver. Et le pic est vers 50 ans, généralement, avec une incidence qui double à peu près tous les 10 ans dans les pays à population blanche. Les facteurs de risque du mélanome, c'est le phototype clair, donc toujours pareil, le patient, le roux avec les yeux bleus. L'exposition solaire, le patient qui a pris beaucoup de coups de soleil dans l'enfance, essentiellement, c'est à risque de faire un mélanome. Quelqu'un qui a déjà eu un mélanome est à risque d'en faire un autre, et quelqu'un qui a eu un parent atteint d'un mélanome, donc au premier degré, si c'est l'arrière-grand-père, c'est plus très significatif, mais si c'est le père, par exemple, ou la mère, le patient est à risque de faire un mélanome. Le syndrome des névus atypiques, c'est quoi? C'est des patients qui ont beaucoup de grains de beauté, beaucoup de névus, qui sont un peu atypiques, c'est-à-dire qui vont avoir des caractéristiques cliniques un peu inquiétantes, un peu mal limitées, avec une couleur hétérogène. On va voir les critères après. Quelqu'un qui a beaucoup de névus est à risque de faire d'un mélanome. C'est rare, mais ça arrive. Et le névus congénital géant, les enfants qui naissent avec un gros grain de beauté, est à risque aussi de faire des mélanomes. Et les génodermatoses, donc le xéroderma pigmentosum essentiellement, les enfants qui ne peuvent pas aller au soleil, sinon ils font des mélanomes. Ça, c'est les facteurs de risque
du mélanome. Cliniquement, ça se présente comment? C'est très simple, hein. C'est une lésion pigmentée. Attention, pas toujours. Vous avez des formes achromiques. Donc ça, c'est la grande hantise du dermatologue. Des mélanomes qui ne sont pas pigmentés et donc personne n'y pense. Parfois, ça peut prendre même l'aspect d'une espèce de verrue toute bête au niveau des pieds. Et donc, on n'y pense pas. On se dit non, non, c'est rien du tout, c'est une verrue. Attention, ça peut être un mélanome. Faire très, très attention, surtout si ça saignote. La règle ABCDE, hein, ça c'est une règle très simple pour évoquer un mélanome. Donc devant une lésion qui est asymétrique, une petite lésion comme ça, pigmentée asymétrique, à bordure irrégulière, pigmentée avec un peu de noir, un peu de marron, un peu de rouge, avec un diamètre supérieur à 6 mm, d'accord? Et surtout, une évolution rapide. Hein, le patient vous dit ça a grandi, il n'était pas comme ça il y a 3 mois, maintenant il a doublé de volume. C'est très inquiétant et donc là, il faut absolument évoquer le mélanome. Le signe du vilain petit canard, c'est très évocateur aussi, c'est très, très utile en pratique courante. C'est quoi? C'est tout simplement, vous allez examiner tous les grains de beauté du patient, et celui qui a une tête un peu différente des autres, il est suspect. Voilà. S'il est un peu plus pigmenté que les autres, il faut l'enlever parce qu'il est suspect. Vous allez bien évidemment, je ne vais pas détailler encore une fois, mais vous allez bien examiner complètement vos patients avec rechercher des adénopathies, des métastases à distance, un bon examen neurologique, la palpation abdominale, etc. Et là, évidemment, vous pouvez utiliser le dermatoscope, savoir si jamais vous avez un doute au niveau d'une lésion pigmentée. La classification anatomoclinique, vous avez plusieurs types de mélanomes. Le plus fréquent, 70% des mélanomes, c'est le mélanome de type SSM, c'est-à-dire à extension superficielle, hein. SSM c'est la traduction en anglais, qui a donc une extension horizontale d'abord, puis une phase d'invasion verticale ensuite, où le pronostic devient défavorable. Le mélanome de Dubreuil apparaît chez le sujet âgé, au niveau du visage, on va voir des photos après. Le mélanome acro-lentigineux est plus fréquent chez le sujet noir au niveau des extrémités. Acral, ça veut dire extrémité, au niveau des plantes et des pieds. Généralement de pronostics plus mauvais. Le mélanome nodulaire a une évolution plus agressive. Mauvais pronostic parce qu'il a généralement un retard diagnostique assez important. Le mélanome muqueux, hein, on peut avoir très bien un mélanome au niveau des muqueuses. Alors là, généralement, pareil aussi, le diagnostic est généralement retardé. Quand vous avez un mélanome au fond de la gorge, on ne le voit pas forcément tout de suite. Et le mélanome peut toucher aussi les ongles, hein, on va voir une photo après, avec le signe de Hutchinson que je vais détailler quand vous avez une atteinte de la matrice. Ça, c'est la classification anatomoclinique des mélanomes. Le mélanome à extension superficielle, donc typiquement, vous voyez une lésion achromique mal limitée avec un peu de noir, un peu de marron, pas bien limitée avec des petites bordures encochées. Ça, c'est très suspect, il faut absolument l'enlever parce que ça c'est très inquiétant. Le mélanome nodulaire, donc ici chez un patient au niveau du visage, qui se présente sous la forme d'un nodule pigmenté d'apparition récente, ça c'est très suspect. Voilà, le mélanome aguéal. Attention, toute lésion pigmentée au niveau de l'ongle n'est pas un mélanome. Mais il faut savoir l'évoquer quand vous avez le signe de Hutchinson. Le signe de Hutchinson, c'est quoi? C'est là, vous avez une atteinte de la matrice. Vous voyez que la matrice, elle est pigmentée. Si vous avez juste au niveau de l'ongle une mélanonichie, c'est-à-dire la mélanonichie, c'est une pigmentation, c'est très fréquent chez les sujets noirs, une petite bande colorée, sans atteinte de la matrice ici, ça, c'est pas suspect, et donc là, c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais quand vous avez une atteinte de la matrice, il faut s'inquiéter et évoquer le mélanome. Le mélanome achromique, voilà, typiquement, le mélanome achromique, ici, c'est pas pigmenté, donc on ne s'affole pas, pourtant c'est un mélanome, et donc, généralement, il y a un retard diagnostique assez important. Qu'est-ce que vous faites quand vous suspectez un mélanome? Il est absolument hors de question d'aller biopsier. D'accord. Vous enlevez la lésion en entier, vous n'enlevez pas juste un petit bout. Ça peut se discuter quand vous avez une forme très extensive au niveau du cuir chevelu, par exemple, généralement, on peut se permettre de faire une biopsie, mais dès que vous le pouvez, si vous avez une petite lésion, il faut l'enlever en entier et pas juste prendre un petit bout. Donc, exérèse totale de la lésion et non pas biopsie, que vous envoyez en anatomopathologie. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous allez attendre de l'anapathe? La confirmation du diagnostic, savoir si c'est un SSM, un nodulaire, etc. Et des facteurs histopronostiques qui sont très importants. L'indice de Breslow, qui est vraiment le plus important. L'indice de Breslow, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la tumeur, tout simplement, en profondeur. C'est donc l'épaisseur entre la couche, la cellule tumorale la plus profonde, et la couche granuleuse. Ça vous donne une épaisseur. Pour faire simple, plus c'est épais, plus c'est un pronostic défavorable. Donc ça, il faut absolument que dans le compte-rendu d'anapathe, vous ayez l'indice de Breslow.
L'ulcération tumorale, c'est un facteur de mauvais pronostic. Pourquoi? Parce que quand vous avez une ulcération tumorale, vous avez un affaissement de la tumeur et donc vous avez une sous-estimation du Breslow. Vous allez avoir un Breslow à, je dis n'importe quoi, 3 mm, alors qu'en fait il était à 4 mm, mais la tumeur s'est affaissée et donc c'est un facteur de mauvais pronostic. L'indice de Clark, c'est quoi? L'indice de Clark, c'est l'index d'invasion en profondeur. Et donc, on va vous dire Clark 2, Clark 3, Clark 5, etc. Savoir s'il y a une atteinte du derme superficiel, du derme profond ou de l'hypoderme. Donc ça, plus c'est profond, toujours pareil, plus c'est grave, pour faire simple. Le phénomène de régression tumorale, savoir s'il y a un infiltrat inflammatoire réactionnel autour de la lésion, pour savoir si c'est un facteur de mauvais pronostic ou non. Et l'index mitotique, le pathologiste va vous compter le nombre de mitoses par millimètre carré. S'il y a beaucoup de mitoses, ça veut dire que vous avez plutôt un mauvais pronostic. Ça, c'est très très important et il faut absolument les connaître par cœur. Ensuite, après tout ça, vous avez une classification qu'on appelle la classification AJCC. Alors, qui est un petit peu compliqué. Vous n'êtes pas censé savoir que le stade 3A, c'est une tumeur sans ulcération avec des métastases microscopiques dans 1, 2 ou 3 ganglions lymphatiques régionaux. Ça, c'est un petit peu compliqué. Ce que je vous conseille de retenir, c'est que le stade 1 et 2, c'est cutané, enfin, une atteinte localisée. Le stade 3, c'est une atteinte ganglionnaire. Et le stade 4, c'est des métastases à distance. Comme ça, vous avez des idées assez claires. Ensuite, les examens complémentaires, qu'est-ce que vous faites? Le stade 1, les recommandations disent pas d'obligation de faire d'examen complémentaire. Je vous conseille quand même, en pratique c'est ce qu'on fait, de faire déjà une échographie loco-régionale de la zone de drainage. C'est difficile de dire à un patient, vous avez un mélanome mais je ne vous fais aucun examen complémentaire. Donc vous pouvez faire une échographie des ganglions. Le stade 2A et 2B, vous faites une échographie des ganglions pour regarder, comme le mélanome est un cancer très lymphophile, savoir s'il y a déjà une extension aux ganglions. Et pour les stades 2C et stade 3, vous faites l'échographie des zones ganglionnaires de drainage, un scanner cérébral et thoraco-abdominopelvien. Et pour les stades 3, vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, les recommandations disent bien que ça dépend, mais moi je vous conseille de le mettre dans votre copie, en pratique c'est ce qu'on fait généralement, de faire un PET scan, donc de regarder s'il y a des localisations métastatiques à distance. Uniquement pour le stade 3, le stade 2C c'est pas obligatoire. Le traitement, comment on traite un mélanome? Le seul vrai traitement qui a montré une diminution, une incidence sur la mortalité, c'est l'exérèse chirurgical. C'est le traitement chirurgical, c'est les plasticiens qui s'en occupent. L'exérèse chirurgical élargie avec des marges de sécurité selon l'indice de Breslow. Ça, c'est très important d'écrire tout ça, toute cette phrase dans votre copie. C'est-à-dire que vous allez prendre des marges de sécurité, généralement 2 à 3 cm. Vous avez la lésion initialement qui était comme ça, là, le mélanome, et vous allez prendre 2-3 cm tout autour et en profondeur pour enlever toute la peau. Voilà, au cas où il y ait des petites localisations, une petite cellule tumorale ici, une ici. Voilà, ça c'est très important. Plus l'indice de Breslow est important, plus vous allez prendre des marges larges. Tout simplement. Vous envoyez tout ça en anatomopathologie, d'accord? La technique du ganglion sentinelle, vous l'avez vu en gynécologie, le ganglion sentinelle, ce n'est pas validé pour le mélanome, mais vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous allez injecter un produit, c'est le médecin nucléaire qui fait ça, un produit radioactif au niveau de la lésion, et vous allez ensuite détecter avec une sonde radioactive où est le premier relais ganglionnaire, et vous allez enlever ce premier ganglion et regarder en anapathe s'il y a une atteinte ganglionnaire déjà, une micrométastase. Voilà, vous allez avoir une échographie ganglionnaire normale, mais une petite micrométastase au niveau histologique, et donc vous passez déjà à un stade 3, une atteinte ganglionnaire. Le curage ganglionnaire n'est pas systématique. Si vous n'avez pas d'atteinte ganglionnaire, si vous êtes à un stade 1 ou 2, vous ne faites pas de curage ganglionnaire. Vous le faites uniquement si vous avez une atteinte ganglionnaire clinique ou aux examens complémentaires. Ou si vous avez au ganglion sentinelle une micrométastase, vous allez reprendre, faire un curage ganglionnaire. Vous allez ensuite, bien sûr, évidemment, éduquer votre patient, lui dire qu'il faut qu'il se protège contre le soleil, qu'il apprenne bien à se regarder dans un miroir, à bien surveiller régulièrement ses grains de beauté. Vous lui apprenez quels sont les signes, la règle ABCDE, à bien regarder ses grains de beauté. Vous allez dépister les membres de la famille au premier degré, n'allez pas examiner l'arrière petite cousine, ça ne sert à rien, mais au moins les enfants, les frères et sœurs, pour rechercher un mélanome. Si le patient est à un stade métastatique, c'est palliatif, d'accord? À ce niveau-là, la chirurgie, ça n'a plus d'intérêt, sauf des chirurgies de propreté selon les localisations. Et donc là, ça sera un traitement par chimiothérapie. On ne va pas détailler parce que vous n'êtes pas censé savoir quel type de chimiothérapie. Sachez que là, le pronostic est très défavorable quand il y a des localisations viscérales à distance. Les métastases se mettent essentiellement au niveau cérébral, au niveau pulmonaire et au niveau hépatique.
Comment vous suivez votre patient? Vous le voyez tous les 3 à 6 mois, d'accord, à vie, ça c'est très important. Mettez ça dans votre copie, à vie, vous l'examinez bien, et les examens complémentaires sont optionnels, hein. Ça dépend du stade. Vous pouvez faire soit une échographie ganglionnaire si vous êtes à un stade 1 ou 2, si vous êtes à un stade 3, vous pouvez faire régulièrement. Alors là, la fréquence, ça dépend du stade, ça dépend du patient. Un scanner thoraco-abdominopelvien, un scanner cérébral et un PET scan éventuellement. Mais ça, c'est très important de bien suivre votre patient. Ensuite, on passe à l'urticaire aiguë. L'urticaire, c'est quoi? L'urticaire, c'est une libération d'histamine, et avec d'autres médiateurs également, qui se manifeste par des papules. La lésion élémentaire, c'est très important, c'est une papule érythémateuse, chaque mot a son importance, œdémateuse, très prurigineuse, le patient se gratte beaucoup, et qui sont très bien limitées. Ça, c'est très important. L'éruption, elle est fugace et migratrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient va avoir des papules qui vont se développer à un endroit. Quelques heures après, ça va disparaître et apparaître à un autre endroit. Le patient vous dit ça, le diagnostic d'urticaire, il est sûr. Un patient qui a des papules qui le grattent, qui change de place, c'est une urticaire, c'est pas autre chose. D'accord? Pour chercher toujours des signes de gravité. Pourquoi? Parce que vous savez que vous pouvez avoir des œdèmes de Quincke ou un choc anaphylactique. Un patient qui a été piqué par une guêpe, vous pouvez avoir juste un peu d'urticaire, mais vous pouvez avoir des manifestations très graves comme le choc anaphylactique avec des signes d'hypotension et une mortalité importante nécessitant un passage en réanimation. Donc ça, vous recherchez tout le temps une difficulté à respirer, vous lui prenez la tension, vous lui prenez le pouls pour rechercher ces signes de gravité. Les étiologies, c'est quoi? Les étiologies, c'est les médicaments, les AINS, l'aspirine, la pénicilline essentiellement, les piqûres de guêpes, les piqûres de frelons, etc. Les aliments, les patients, vous connaissez ça, c'est typique, ils sont allergiques aux crustacés, aux poissons, à l'œuf, etc. Et vous pouvez avoir de l'urticaire de contact, typiquement, par exemple, vous savez, il y a certains médecins ou infirmières qui sont allergiques au latex, quand ils mettent du latex, ils ont de l'urticaire au niveau des mains, et donc ça, c'est de l'urticaire de contact. Généralement, l'épisode il est unique. C'est souvent qu'on a un seul épisode d'urticaire, on n'a pas de récidive, et donc il n'est pas indispensable, il n'est même pas du tout utile d'aller se lancer dans des explorations allergologiques coûteuses si vous avez un épisode d'urticaire sans récidive. Voilà, typiquement l'urticaire, ici un patient de 25 ans, qui avait des papules qui, vous voyez, qui sont très bien limitées. Ici, vous pouvez faire le contour des lésions. Des papules érythémateuses, œdémateuses, très prurigineuses. Et si vous voyez le patient quelques heures après, ces lésions ont disparu et vous allez avoir des nouvelles lésions ici qui vont changer de place. Ça, c'est typique d'urticaire aiguë. Pas de biopsie, aucune biopsie, ça ne sert à rien de faire une biopsie. Le diagnostic, il est vraiment clinique. Comment vous traitez? C'est très simple. Vous évitez l'allergène, ce qui a développé l'urticaire. Si c'est le latex, vous allez dire au patient qu'il ne faut plus qu'il mette de haut en latex. Vous allez lui donner des antihistaminiques, d'accord? Donc l'Aerius, le Xisal, ça vous connaissez bien, pendant 10 jours per os. Et aucun traitement topique. Les corticoïdes en crème, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune indication. Et donc ça ne sert à rien de lui donner des crèmes pour le traitement. L'urticaire chronique, ça c'est un peu plus compliqué. La définition, c'est l'urticaire qui dure depuis plus de 6 semaines. Alors plus de 6 semaines, pas forcément non-stop, mais l'urticaire qui revient pendant au moins 6 semaines. Et généralement, on trouve très rarement l'étiologie. C'est très rare qu'on trouve l'étiologie. Et donc voilà, les étiologies c'est très nombreux, elles sont très nombreuses, je ne vais pas tout détailler parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais vous voyez qu'il y a énormément de causes, des causes très rares, le VIH, les hépatites, les hémopathies, les médicaments, l'urticaire au froid dans le cas des cryoglobulinémies, il y a énormément d'étiologies, ça je vous laisse lire tranquillement ça. Vous avez des listes, et encore là tout n'est pas mis, la liste n'est pas exhaustive, vous avez beaucoup d'étiologies, des maladies auto-immunes, des urticaires psychiques, ça a été décrit, des dysthyroïdies, etc. etc. Donc comment on fait dans une urticaire chronique? La prise en charge est généralement assez difficile. L'importance de l'interrogatoire est très important. Ici, vous lirez tranquillement. Bien interroger son patient, bien interroger sur la prise de médicaments, certains aliments qui sont histaminolibérateurs, qui peuvent donner des libérations d'histamine et donner de l'urticaire chronique. La profession, savoir s'il est exposé à certains matériaux, certains éléments qui peuvent donner de l'urticaire. Les circonstances déclenchantes, le froid, le soleil, quand vous avez l'urticaire au soleil, l'urticaire au froid. Et donc, cliniquement, vous allez rechercher un dermographisme, d'accord? Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous frottez avec une pointe mousse, savoir si vous avez développement d'une papule œdémateuse au niveau, là, à l'endroit où vous avez gratté la peau. L'urticaire cholinergique à l'effort, si le patient vous dit que dès qu'après avoir couru, il développe en transpirant un peu de l'urticaire, ça c'est l'urticaire cholinergique,
qui est généralement micro-papuleuse. Et vous recherchez bien sûr des œdèmes du visage, surtout chez l'enfant, qui peuvent orienter vers certains déficits en inhibiteurs de C1 estérase. Ça, c'est des pathologies un peu compliquées, mais on va passer. Vous pouvez faire des tests physiques, d'accord? Donc le dermographisme, on en a parlé. L'urticaire retardé à la pression, donc vous allez appuyer avec un poids sur la peau pendant quelques minutes. Et après, si le patient développe une papule urticarienne, c'est une urticaire retardée à la pression. D'accord? Vous lui demandez de faire de l'exercice physique pour rechercher une urticaire cholinergique. Le test au glaçon, vous lui mettez un glaçon pendant quelques minutes sur l'avant-bras. Et si vous pouvez avoir développement d'une urticaire, l'urticaire de contact au chaud en mettant du chaud sur la peau, l'urticaire solaire, l'urticaire aquagénique avec un contact avec de l'eau. Ça, je vais passer assez vite parce que c'est très long. Comment vous faites? Ça, c'est important. Comment vous faites en pratique? On ne retrouve rien à l'examen clinique ni à l'interrogatoire. C'est très fréquent. Donc, si vous ne retrouvez rien à l'examen clinique, ça, c'est très important. Attention, aucun examen complémentaire. Conférence de consensus. Aucun, ne vous lancez pas dans plein d'investigations coûteuses et qui vous allez perdre du temps, perdre de l'argent. Et donc, vous allez uniquement traiter le patient avec des antihistaminiques pendant 4 à 8 semaines. Vous allez voir, vous le revoyez après 8 semaines. Si ça marche, on s'arrête là. Vous ne faites aucune exploration, vous vous arrêtez là et vous traitez le patient si jamais il y a des récidives qui sont exceptionnelles après. Si par contre ça n'a pas du tout marché, là il faut faire un bilan. Attention, le bilan, cliniquement, dans les conférences de consensus, il est très simple. Vous voyez, c'est une NUM, une VS, une CRP, des anticorps anti-TPO. Attention, ce n'est pas une TSH, c'est des anticorps anti-TPO et c'est tout. D'accord? Et vous reprenez l'examen clinique, l'interrogatoire. Donc c'est un examen, vous voyez que c'est des examens complémentaires très simples. Bien sûr, si vous avez une orientation clinique, quelque chose d'évocateur à l'examen clinique, vous allez faire des examens complémentaires orientés selon ce que vous retrouvez. Petite parenthèse qui est importante, qui peut avoir son importance dans les dossiers, une urticaire fixe qui ne change pas de place, il faut faire attention aux vascularites et donc faire une biopsie avec une immunofluorescence directe et un examen histologique pour rechercher une vascularité. Les tests épicutanés, c'est les prick tests. Vous allez mettre vous allez piquer avec des allergènes, ça se fait par les allergologues. Vous pouvez faire ça s'il y a un contexte évocateur après des troubles dyspeptiques postprandiaux. Le patient qui vous dit qu'il a de l'urticaire avec des douleurs abdominales après la prise d'un aliment, vous allez pouvoir lui faire des examens complémentaires. Bien sûr, toujours pareil pour l'urticaire, si vous retrouvez le facteur déclenchant, il faut l'éviter. Parfois, dans la majorité des cas même, on ne le retrouve pas, mais si vous le retrouvez, il faut l'éviter. Et donc, la résistance au traitement, par définition, c'est un échec après 8 semaines de traitement. J'insiste là-dessus, bien conduit. Si le patient ne prend pas son traitement, bien sûr que ça ne va pas marcher. Donc, vous vérifiez toujours l'observance du patient, vous le réinterrogez. Bon, vous pouvez lui demander si ça a un impact sur sa qualité de vie, ça fait toujours bien dans les dossiers. Si ça ne marche pas, le traitement ne marche pas, vous changez de molécule. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une deuxième molécule. Il n'y a pas vraiment de consensus, mais vous pouvez donner 2 antihistaminiques. Le soutien psychologique peut parfois être utile quand vous avez une urticaire avec une qualité de vie qui est importante, enfin, qui est atteinte. Ensuite, on passe à l'eczéma de contact. J'espère que vous êtes toujours attentifs. Accrochez-vous un petit peu. L'eczéma de contact, c'est très fréquent. Soyez bien précis. Ça, j'ai oublié de vous le dire. En dermatologie, les termes, on ne dit pas eczéma, on ne dit pas urticaire, on ne dit pas mycose. On dit intertrigo-candidosique du pli sous-mammaire droit. On dit eczéma de contact. On dit urticaire aiguë ou urticaire chronique. Et non pas urticaire toute seule. Donc, très important d'avoir un terme très précis. L'eczéma de contact, c'est quoi? C'est une hypersensibilité de type 4. Vous avez appris ça en immunologie, donc qui est à médiation cellulaire, qui est due à l'application d'un allergène sur la peau. D'accord? L'urticaire de contact, ce n'est pas un médicament pris par voie systémique, par définition. Attention, tout eczéma n'est pas un eczéma de contact. Vous avez d'autres types d'eczéma qu'on ne va pas détailler, l'eczéma dyshydrosique, l'eczéma numulaire, l'eczéma systémique, etc. Donc précisez toujours, vous, ce qui est à l'internat, c'est l'eczéma de contact. Cliniquement, ça gratte beaucoup, donc du prurite, très important. La lésion élémentaire, c'est une vésicule, donc vous cherchez une vésicule toujours, sur un fond érythémateux un peu émietté, qui est mal limité, contrairement à l'urticaire, vous allez avoir des limites pas bien définies. La topographie, c'est où? C'est sur l'endroit où le patient a mis l'allergène. Donc par exemple, je reprends l'exemple du coiffeur qui fait un eczéma de contact à un produit cosmétique. Il ne va pas se développer au niveau des pieds, il va se développer au niveau des mains. D'accord? Un patient qui développe un eczéma de contact sur les pieds, il va falloir rechercher une allergie à un composant de certaines chaussures. D'accord? La chronologie, ça apparaît quand? C'est 1 à 4 jours après le contact. Si ça apparaît 2 minutes après le contact, ce n'est pas un eczéma de contact. Si ça apparaît 8 semaines après, ce n'est pas un eczéma de contact. D'accord? Donc la chronologie, c'est très important.
Voilà, typiquement un eczéma de contact au niveau du bras. Alors la vésicule, pour vous, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais la lésion élémentaire, en tout cas, c'est une vésicule, il faut me croire sur parole. Mais ce que vous pouvez voir très bien, c'est que c'est très mal limité. Là, on ne peut pas faire le contour avec le stylo. Vous voyez que ça fait des petites limites émiettées. Le contour, c'est suintant, c'est vésiculeux. C'est typiquement de l'eczéma de contact qui est très prurigineux. Les étiologies, on va passer, il y en a énormément. Tous les produits cosmétiques, les pathologies professionnelles, le nickel dans certains bijoux. Quand vous avez de l'eczéma de contact au niveau du poignet, il faut rechercher un eczéma de contact au bracelet qui a été mis dessus, les boucles d'oreilles, etc. Et certains médicaments topiques aussi. Ça, il y a énormément de causes responsables d'eczéma de contact. Ça, on va passer. Les examens complémentaires, vous faites quoi ? Vous ne faites pas de biopsie, ça ne sert strictement à rien de faire une biopsie, sauf si vous avez vraiment un doute diagnostique. D'accord ? Vous allez voir une exocytose, donc un infiltrat inflammatoire et un œdème au niveau de la peau, un œdème, ce qu'on appelle une spongiose. Mais sinon, vous ne faites pas de biopsie. Ce que vous pouvez faire, c'est des patch tests. C'est l'allergologue qui s'en occupe. Il va mettre des patchs au niveau du dos du patient avec une batterie de tests d'allergènes. 48 heures après, on enlève les petits patchs et on regarde s'il y a un petit eczéma de contact à tel allergène. Et donc là, vous avez la confirmation diagnostique. Le diagnostic différentiel principal, c'est la dermite irritative de contact, qu'on appelle également la dermatite orthoergique, d'accord, qui n'est pas un mécanisme immunologique, qui est un mécanisme toxique. Vous allez avoir un patient qui va vous dire qu'il ne se gratte pas, mais qui va avoir une sensation de brûlure. Par exemple, je reprends encore l'exemple du patient qui est coiffeur. Il ne va pas avoir de vésicule, il ne va pas avoir de prurite, mais il va avoir une sensation de brûlure au niveau des mains. C'est très érosif, ça lui brûle, ça lui fait mal. Ça survient dans les heures beaucoup plus tôt, donc dans les heures suivant le contact, et c'est strictement limité à la zone de contact. Il n'y a pas d'extension secondaire. Donc ça, c'est une dermatite irritative de contact et non pas un eczéma de contact. Comment vous traitez l'eczéma de contact ? C'est très simple. Pareil, si c'est dû à un médicament, à un cosmétique, la première chose à faire, c'est de l'éviter. N'oubliez pas, ça fait très mal dans un dossier si vous l'oubliez. Ça ne sert à rien de lui donner un traitement avec certaines molécules si vous oubliez d'enlever le facteur déclenchant. Ça, c'est très important. Là, ce n'est pas les antihistaminiques, le traitement, c'est les dermocorticoïdes. D'accord ? On refera un petit point sur les dermocorticoïdes après. D'activité forte, typiquement c'est la diprozone, sauf sur le visage, ça sera l'activité modérée. C'est une fois par jour seulement, jusqu'à la guérison. Généralement, c'est 1 à 2 semaines. C'est très fréquent, c'est très variable selon la sévérité des lésions. Les émollients, c'est quoi ? En gros, c'est une crème hydratante, le Dexéryl, vous connaissez tous le Dexéryl. C'est important de rétablir une bonne perméabilité cutanée et donc de mettre une crème hydratante tous les jours. Attention, la maladie professionnelle peut être là. L'eczéma de contact peut être reconnu comme maladie professionnelle, encore une fois pour le coiffeur par exemple, et vous le mettez en arrêt de travail pendant la poussée. Si le coiffeur continue son travail avec son eczéma de contact, ça ne va pas s'arranger dans les jours qui suivent, c'est sûr. Donc ça, n'oubliez pas. Donc maintenant, la dermatite atopique. La dermatite atopique, c'est aussi quelque chose de très fréquent, que vous devez bien connaître pour ceux qui seront soit dermatologues, pédiatres ou généralistes. L'atopie, donc on l'a défini tout à l'heure déjà, c'est une prédisposition personnelle ou familiale à produire des immunoglobulines de type E en réponse à une exposition des allergènes de l'environnement. D'accord ? Donc comme on avait dit, ça contient la rhinite, l'asthme et l'eczéma atopique. Cliniquement, pour évoquer une dermatite atopique, il faut des antécédents personnels ou familiaux d'atopie. Quand vous avez le papa, par exemple, chez un enfant qui est asthmatique, un père asthmatique, c'est en faveur d'une atopie, d'un terrain atopique. Donc ça, c'est un argument fort pour une dermatite atopique. Le prurite, c'est très important. C'est vraiment, le prurite, il est majeur. Je parle de l'enfant parce que c'est plus fréquemment l'enfant. Une dermatite atopique sans prurite, il faut vraiment vous poser des questions. Donc le prurite est très important. La xérose, c'est quoi ? C'est tout simplement la sécheresse, en gros. C'est la sécheresse cutanée. Le fait d'avoir une xérose, c'est très en faveur de la dermatite atopique parce que vous avez vraiment des mécanismes, on va passer sur les détails, mais une altération de la barrière dermo-épidermique et donc une sécheresse cutanée qui favorise les poussées dermatite atopique. Ça débute le plus souvent, dans la majorité des cas, avant l'âge de 2 ans. C'est possible que ça apparaisse à l'âge adulte, mais c'est très rare. Généralement, ça commence avant 2 ans et ça guérit après dans l'enfance, la plupart du temps. Cliniquement, c'est des lésions d'eczéma, typiques, on va voir ça. Mais là où c'est un peu plus évocateur de dermatite atopique, c'est la topographie.
Donc typiquement, c'est les zones convexes du visage chez le nourrisson, donc c'est-à-dire le menton, les joues et le front. Ça peut toucher également le cou, les régions, enfin les faces latérales du cou, les régions rétro-auriculaires et les plis de flexion. Les plis de flexion, donc au niveau des coudes et des genoux, ça apparaît généralement un peu plus tardivement, après 2 ans. La lichenification, c'est quoi? Ça se voit pas que dans la dermatite atopique, ça peut se voir dans l'eczéma de contact aussi, mais surtout dans la dermatite atopique. C'est quand on fait des poussées itératives et qu'on a un prurite assez chronique, on a un épaississement de la peau avec une peau qui devient un petit peu grise, brunâtre, avec des petites stries qui devient épaisse, et donc ça s'appelle la lichenification. Voilà, typiquement ici chez un nourrisson, au niveau des faces convexes, vous avez des lésions d'eczéma, donc des vésicules sur un fond érythémateux, très prurigineux, à bordure émiettée, avec des petites excoriations, donc là vous voyez il s'est gratté. Sur les zones convexes du visage, ça c'est très en faveur de la dermatite atopique. D'accord? Donc c'est pas un mécanisme, c'est pas un eczéma de contact, c'est pas en réponse à l'application d'un topique sensibilisant sur la peau. Est-ce qu'on fait des examens complémentaires quand on suspecte une dermatite atopique? Non, on n'en fait aucun à visée diagnostique. Il est hors de question d'aller biopsier ces petits bouts de chou pour aller prouver l'examen, d'accord? Pour aller prouver le diagnostic, pardon. Donc vous ne faites aucun examen. Vous allez faire des explorations allergologiques dans 3 cas. Ça, il y a une conférence de consensus sur la dermatite atopique de l'enfant qui est très très bien faite, qui est très stricte là-dessus. Uniquement s'il y a un échec du traitement médical, j'insiste encore bien dessus, bien conduit. Si le traitement n'est pas bien fait, c'est sûr que ça ne va pas marcher, d'accord? S'il y a une cassure de la courbe staturo-pondérale, ou si vous avez des signes cliniques qui vous évoquent une vraie allergie alimentaire, une allergie de contact ou respiratoire. Si vous avez de l'asthme allergique, vous allez faire des explorations respiratoires, vous verrez ça en premier. C'est les 3 situations où vous allez faire des explorations. Comment ça se traite, la dermatite atopique? Très simple, encore une fois. Les dermocorticoïdes, c'est le traitement de référence. Attention, chez le nourrisson et le petit enfant, c'est d'activité modérée. Allez pas mettre de l'adiprosone, c'est trop fort, d'accord? Sinon, chez l'adulte, c'est l'adiprosone, donc l'activité forte, 1 fois par jour. Sauf sur le visage. Le visage, c'est toujours modéré. Combien de temps jusqu'à guérison? Toujours pareil pour les dermocorticoïdes, c'est des croissances progressives. Donc vous allez mettre 1 fois par jour et après vous allez passer à une classe de dermocorticoïdes plus faible pour avoir une décroissance progressive et pas arrêter brutalement le traitement qui risquerait de refaire rechuter la dermatose. Vous comptez le nombre de tubes. Sur votre ordonnance, vous ne mettez pas traitement pendant 1 mois. Vous mettez tant de tubes. Vous mettez 2 tubes pour 1 mois, etc. C'est très important de préciser le nombre de tubes pour pas que les patients fassent n'importe quoi. Il faut lutter contre la xérose, puisque la xérose favorise les poussées. Donc tout simplement, vous allez mettre des émollients, du Dexéryl, ou une crème hydratante hypoallergénique. Vous prévenez l'impétigisation, surtout chez les enfants qui se grattent, qui ont les mains pas très propres, ils vont finir par se surinfecter, avoir de l'impétigo. Donc vous mettez un petit peu, vous pouvez mettre des antiseptiques si c'est impétiginisé. Vous pouvez aussi leur couper les ongles, leur dire de bien se laver les mains, de faire attention à ce que ça ne s'infecte pas. La prévention du syndrome de Kaposi-Juliusberg, on l'a vu tout à l'heure. Le Kaposi-Juliusberg, je rappelle, c'est l'infection herpétique orale chez un patient qui a une dermatite atopique en poussée. Et donc pour éviter ça, vous allez dire qu'il faut éviter que les parents évitent d'embrasser leur enfant quand ils ont de l'herpès labial. D'accord? Ça c'est important. Les vaccinations, qu'est-ce qu'on fait au niveau des vaccins? C'est le calendrier vaccinal habituel, il n'y a aucun vaccin qui est contre-indiqué. Les parents posent souvent la question, est-ce qu'on peut le vacciner contre le ROR, etc., la rougeole, tout ça. Le calendrier vaccinal, il est le même. Vous allez juste éviter de vacciner pendant la poussée. Vous éduquez bien les parents, d'accord? Vous leur expliquez bien que c'est pas grave, mais que c'est une dermatose chronique, qu'il faut faire attention, toutes ces mesures, faire attention à ne pas porter trop de laine, à ce que l'enfant ne se gratte pas trop, à mettre bien la crème tous les jours comme il faut. Et un soutien psychologique, ça peut se discuter chez l'enfant un peu plus vieux qui a des nombreuses poussées de dermatite atopique. D'accord? Attention, pour être bien clair, le dermocorticoïde, c'est le traitement de la poussée. Et les émollients, c'est en relais, d'accord? Vous n'allez pas mettre des dermocorticoïdes alors que le patient n'a pas de poussée, d'accord? En l'absence de poussée, vous mettez des émollients quotidiennement. L'évolution, c'est quoi? C'est la guérison dans la majorité des cas, dans l'enfance, ça disparaît. Parfois, ça persiste à l'âge adulte. Et les complications, on en a parlé, c'est le syndrome de Kaposi-Juliusberg, l'impétiginisation, l'érythrodermie. L'érythrodermie, c'est quoi? C'est un exanthème qui touche plus de 90% de la surface corporelle, donc c'est le patient qui est vraiment rouge de la tête aux pieds. Ça peut se voir quand, par exemple, on a un sevrage trop brutal en dermocorticoïdes. La iatrogénie, c'est parce que vous avez toutes les complications des dermocorticoïdes si vous les utilisez trop souvent ou à mauvais escient, et le retentissement psychologique, bien sûr.
Le Kaposi Juliusberg, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc la primo-infection HSV, bien que maintenant on ait des cas de plus en plus fréquents de récurrence herpétique chez les patients atopiques en poussée, début brutal avec une fièvre élevée, avec des lésions d'herpès qu'on ne va pas détailler, hein, on l'a vu, mais qui sont périorificielles autour de la bouche, autour des narines, et qui peuvent être parfois nécrotiques, parfois très extensives, assez inquiétantes. C'est une urgence thérapeutique, d'accord ? Vous allez attendre aucun examen complémentaire pour faire le traitement. Il est hors de question d'aller attendre la culture virale d'une vésicule pour mettre le traitement en place. Donc vous l'hospitalisez rapidement. Attention, si c'est un enfant, n'oubliez pas l'accord parental, d'accord ? Vous lui mettez de l'acyclovir, donc le traitement antiviral par voie veineuse, et toutes les mesures symptomatiques contre la fièvre, contre la douleur, les bains de bouche, etc. Voilà, ici, un Kaposi Juliusberg chez un patient de 25 ans. Donc vous voyez, typiquement périorificiel autour de la bouche, avec des lésions d'âge différents. Ici, vous avez des croûtes, et là, vous avez déjà des vésicules qui sont plus jeunes. Voilà. Pour la petite anecdote, vous avez ici un signe de Denis Morgan. Le signe de Denis Morgan, c'est le double repli sous-palpébral qui se voit chez les patients atopiques, qui est un critère mineur, ce n'est pas un critère majeur du tout de dermatite atopique, mais qui se voit chez les patients atopiques. Voilà, ensuite les ulcères de jambes. Les ulcères de jambes, c'est un chapitre important, je pense. C'est très important de savoir ça, quelle que soit votre spécialité. La définition, elle est très précise. C'est une perte de substance, donc une ulcération chronique. Donc la définition, c'est 1 mois minimum, qui ne cicatrise pas, entre le genou et la cheville. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les plis du pied chez le diabétique. Le mal perforant plantaire ne fait pas partie des ulcères de jambes. Ce n'est pas du tout la même prise en charge. Les étiologies des ulcères de jambes, typiquement, c'est veineux dans la majorité des cas. Artérielle, donc l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou mixte. Mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire artériel et veineux. Attention, polyfactoriel, c'est différent. Polyfactoriel, c'est toutes les autres causes. D'accord? Si c'est artériel et veineux sans rien d'autre, c'est mixte. Sinon, s'il y a des causes différentes, c'est polyfactoriel. L'angiodermite nécrotique, on va le voir après. Et vous avez plein d'autres causes, les hémopathies, les troubles de l'hémostase, le syndrome des antiphospholipides, les ulcères paranéoplasiques, la pathomimie, les pathologies psychiatriques où vous avez des patients qui se créent volontairement leurs ulcères, c'est aussi une des causes. Vous avez un ulcère, vous faites quoi? Vous prenez l'index de pression systolique, obligatoire devant tout ulcère, quel que soit l'aspect clinique de l'ulcère. Vous prenez donc la pression systolique à la cheville, que vous divisez par la pression humérale systolique, d'accord, avec un petit Doppler de poche, et vous avez un résultat. Et donc, si vous avez un IPS entre 0,9 et 1,3, ça veut dire que vous n'avez pas de participation artérielle. Si vous avez un IPS entre 0,9 et 0,7, vous avez une petite artériopathie, mais qui n'est pas assez grave, pas assez significative pour expliquer à elle seule l'ulcère de jambe. Donc vous avez donc une participation veineuse et artérielle. Si c'est inférieur à 0,7, c'est donc une participation artérielle avec une artériopathie sévère, significative. Attention, si vous avez un IPS supérieur à 1,3, vous avez une médiacalcose, c'est-à-dire que vous avez une calcification des artères et que vous ne pouvez pas interpréter ce chiffre, vous ne pouvez pas dire si c'est une artériopathie ou pas. Donc vous êtes obligé d'aller faire d'autres examens complémentaires qu'on va voir. Donc l'IPS, indispensable à l'examen clinique. Cliniquement, l'ulcère artériel ressemble à quoi? L'ulcère artériel, typiquement, ressemble à des ulcères qui sont de multiples, de petite taille, qui sont atones, qui n'évoluent pas, avec des bords un peu abrupts, qui sont très creusants. Quand vous voyez le tendon, que vous voyez un muscle, que vous voyez l'os, il y a une participation artérielle certaine, d'accord? Un ulcère veineux ne peut pas expliquer une exposition tendineuse. La localisation typique, c'est le dos du pied ou la face externe de jambe. Généralement, ça fait très mal. Et vous avez bien sûr les signes associés de l'artériopathie, donc l'abolition des poux distaux. Vous avez une claudication, vous avez l'abolition des poux, et donc ça, c'est très en faveur d'une étiologie artérielle. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une étiologie veineuse ajoutée, d'accord? Mais en tout cas, quand vous avez ça, vous avez une participation artérielle. Voilà, typiquement l'ulcère artériel au niveau du dos du pied qui fait très mal. Ici, vous voyez le tendon, un peu de nécrose, vous voyez même un petit peu de tissu sous-cutané là, du muscle. Ça, c'est typiquement un ulcère artériel. Vous palpez les poux en distal, il n'y en a pas. L'ulcère veineux. L'ulcère veineux est généralement unique, superficiel, il n'est pas creusant. Typiquement, il est périmalléolaire. Quand vous avez par exemple fait une phlébite, une thrombose veineuse profonde, vous avez une insuffisance veineuse séquelaire et donc une insuffisance veineuse qui peut être responsable d'ulcère veineux. Ne dites pas que c'est indolore, c'est pas vrai, ça peut faire mal, ça peut même faire très mal parfois, mais on dit typiquement que c'est moins douloureux que l'ulcère artériel. Et donc vous avez tous les signes associés à l'insuffisance veineuse, la dermitocre, donc cette petite pigmentation que vous avez souvent vue chez les patients autour de l'ulcère, une petite pigmentation brunâtre qui correspond à l'extravasation des globules rouges et du dépôt de fer dans le derme.
La lipodermatosclérose, donc c'est la peau qui est un petit peu cartonnée autour de l'ulcère, hein, un peu cartonnée, et une ankylose de cheville. Et la couronne phlébectasique, ce sont simplement des varices qui font le tour de la plante du pied, enfin autour du pied. Et donc ça, c'est un signe d'insuffisance veineuse, donc qui est en faveur d'une participation veineuse de l'ulcère. Voilà, typiquement l'ulcère veineux, périmalléolaire, peu extensif, superficiel. Et là, vous avez toute la pigmentation autour, c'est la dermite ocre. Voilà. Ici, vous palpez les poux, il y en a. Ça, c'est un ulcère veineux pur. Qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire? Le premier examen complémentaire, recommandation de l'HAS, c'est l'échodoppler veineux, quel que soit l'aspect clinique. C'est pour ça que les IPS sont obligatoires devant tous les ulcères, c'est parce que les caractéristiques cliniques que vous apprenez, l'ulcère veineux est plutôt périmalléolaire, etc., ça ne suffit pas, c'est pas assez sensible ni spécifique, et donc vous êtes obligé de faire l'IPS et l'échodoppler veineux, même si l'ulcère a un aspect artériel, vous êtes obligé de faire l'échodoppler veineux. Le Doppler artériel, vous le faites comme quand? Uniquement si vous avez une abolition des poux périphériques, donc une suspicion d'artériopathie. Si vous avez un IPS ininterprétable supérieur donc à un 3, donc une médiacalcose, parce que là, vous ne pouvez pas conclure à une artériopathie. Et si vous avez tous les autres signes cliniques en faveur d'une artériopathie, la claudication, etc. Très important, vous ne faites pas de prélèvement bactériologique systématique. Faites attention en pratique quand vous êtes en stage. On fait souvent des prélèvements bactériologiques. Pourquoi? C'est parce que on aime bien savoir si c'est une bactérie résistante dessus, parce qu'il faut mettre les patients en isolement, d'accord? Mais ce n'est pas du tout recommandé. Donc dans votre copie, vous ne faites pas de prélèvement bactériologique systématique. Bien sûr, n'oubliez pas, on ne va pas détailler ici, vous verrez ça en cardiologie. Si jamais il y a un ulcère artériel, il faut faire tout le bilan de l'artériopathie. Donc faire le bilan lipidique, rechercher des localisations coronaires, un angor, etc. Comment ça se traite un ulcère? Jamais d'antiseptique, jamais, jamais, jamais. En pratique, il y en a souvent qui en mettent, vous n'en mettez pas, d'accord? Jamais, parce que ça favorise l'eczéma, ça retarde la cicatrisation, ça fait mal, ça brûle. Et donc, vous ne mettez jamais d'antiseptique, même si ça a un aspect sale, même si c'est un petit peu jaune, un peu vert, ça semble sale, vous ne mettez pas d'antiseptique. Localement, vous nettoyez bien avec du sérum physiologique, hein, c'est l'infirmière qui fait ça. L'infirmière a un très grand rôle dans la prise en charge des ulcères. Vous nettoyez avec une compresse ou des petits cotons stériles avec du sérum physiologique. Vous détersez bien la fibrine. La fibrine, c'est cette espèce d'exudat, cette espèce un peu jaunâtre, un peu dur. Il faut bien gratter avec une petite curette ou une lame de bistouri pour l'enlever, sinon ça ne va jamais cicatriser. Et après, vous mettez un pansement adapté. Vous, à votre stade, vous n'êtes pas censé savoir quel type de pansement on met, hein. Le gélonette, l'urgotul argent, etc. Si vous le savez, c'est très bien. Mais vous mettez juste dans votre copie pansement adapté au stade, puisque après avoir détercé, dans les semaines qui suivent, s'il y a une bonne évolution, vous allez avoir un bourgeonnement, puis une épidermisation sur les bords et l'ulcère va se fermer petit à petit. Attention, la compression veineuse, indispensable si vous avez une insuffisance veineuse. Si vous ne mettez pas la compression veineuse, ça ne va jamais cicatriser. D'accord? Indispensable. Si vous avez une artériopathie associée, comment on fait? Oui, mais tout le monde dit que s'il y a une artériopathie, si on met des bas de contention, si on serre trop, ça risque d'aggraver l'artériopathie. C'est vrai. Si vous avez des IPS qui sont supérieurs à 0,5, voire 0,7, vous pouvez mettre une compression veineuse. D'accord? C'est vraiment indispensable. Ne serrez pas trop, vous l'adaptez à la sévérité de l'artériopathie, mais les bas de contention, il faut absolument les mettre. Attention, toujours, hein, le grand classique, la vaccination anti-tétanique à jour, vous avez une plaie, vous êtes obligé de mettre à jour la vaccination contre le tétanos. Ça peut faire très mal si vous oubliez ça dans un dossier. Si ça ne cicatrise pas, au bout au bout de 6 mois ou d'un an, il faut penser à biopsier. Pourquoi? Parce que vous savez que ça peut dégénérer, on l'a vu tout à l'heure, en carcinome épidermoïde. Donc, si le traitement est bien fait, que le patient suit bien le traitement, les soins sont bien faits par l'infirmière, qu'il y a une bonne compression et que ça ne cicatrise pas, pensez à biopsier au niveau des berges de l'ulcère pour rechercher une transformation en carcinome épidermoïde. Les recommandations disent 6 mois, 1 an. En pratique, on fait 1 an. Hein. Au bout de 6 mois, si ça commence à évoluer un petit peu doucement, on ne va pas biopsier tout de suite. Mais pensez-y. Ou alors, si ça bourgeonne, si vous avez un hyperbourgeonnement, attention, suspectez un carcinome épidermoïde. L'angiodermite nécrotique, c'est une cause d'ulcère de jambe. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pathologie de la microcirculation. Attention, ce n'est pas une pathologie des artères, ce n'est pas de l'athérome, d'accord? C'est une pathologie de la petite circulation qui est due à l'hypertension artérielle généralement depuis longtemps, qui est souvent mal équilibrée, qui touche plus souvent la femme de plus de 60 ans. Et donc, vous avez un traumatisme le plus souvent initial, la passion escogne contre un bord d'une chaise ou d'une table. Ça lui fait une petite ulcération qui s'aggrave très rapidement, qui fait très très mal. Et typiquement, la localisation, c'est la face antéro-externe de jambe. Vous avez une bordure livédoïde, on va voir une photo après. Et donc, vous avez une artériolosclérose au niveau de la petite circulation, mais pas
des niveaux des artères de jambes, vous avez des IPS normaux. Vous n'avez pas d'artériopathie, sauf si vous avez une artériopathie associée, d'accord. Mais si vous avez qu'une angiodermite nécrotique, vous avez les poux, cliniquement. Il faut éliminer une autre cause, des pathologies de la microcirculation, le syndrome des antiphospholipides, les cryoglobulinémies, toutes les causes de troubles de l'hémostase, d'accord. Et le traitement de l'angiodermite, c'est des antalgiques, ça fait très mal, on peut avoir recours aux morphiniques très rapidement. La greffe cutanée en pastille, vous prenez des petits morceaux de peau au niveau de la cuisse et vous les mettez vous les greffez sur l'ulcère de jambe et vous équilibrez la tension artérielle si elle est déséquilibrée. Pensez bien à faire le point là-dessus. Voilà, typiquement l'ulcère de jambe dû à l'angiodermite nécrotique, une extension très rapide avec des bordures nécrotiques. Vous voyez ici, tout le noir c'est de la nécrose, une bordure livédoïde très inflammatoire qui fait très mal. D'accord. Vous palpez les poux, il y a ça, ils sont présents. Ça, c'est une angiodermite nécrotique. Ensuite, les orientations diagnostiques devant un exanthème fébrile. Un exanthème, c'est donc un érythème qui est diffus d'apparition rapide avec un peu de fièvre. Vous avez 3 types d'exanthème. L'exanthème morbidiforme donc, qui ressemble au morbillivirus, c'est la rougeole, donc ressemblant à la rougeole, qui est maculopapuleux, donc quand vous passez la main, vous sentez quelque chose d'un peu infiltré, avec des intervalles de Posen. D'accord. Entre les papules, vous avez de la peau qui n'est pas touchée. Vous avez ensuite l'exanthème roséoliforme, comme par exemple dans la syphilis secondaire qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc un exanthème constitué de petites macules rosées, non infiltrées, non papuleuses, vous passez la main, vous ne sentez rien, qui sont discrètement érythémateuses. Et troisièmement, vous avez l'exanthème scarlatiniforme, qui ressemble à la scarlatine, donc c'est des plaques rouges vifs, avec une sensation de cuisson qui fait un peu mal, et une évolution vers une desquamation des extrémités. À l'interrogatoire, qu'est-ce que vous recherchez? L'âge du patient. Parce que si vous avez un enfant, ce n'est pas la même chose que si vous avez un adulte, vous ne suspectez pas les mêmes pathologies. Toujours pareil, toujours bien rechercher la prise médicamenteuse et pas juste écrire il a pris du Voltaren. Rechercher la date d'introduction, le délai entre la prise de médicamenteuse et l'apparition des signes cliniques si vous suspectez une toxidermie. Toujours pareil, pour une cause infectieuse, les conduites à risque sexuel, un voyage en pays entre-mer, un comptage, une piqûre d'insecte, etc., etc. Et regardez le calendrier vaccinal, savoir s'il est bien à jour. L'exanthème morbilliforme, les causes, c'est quoi? Vous savez qu'en ce moment, il y a une résurgence de la rougeole. Il y a énormément de cas, vous en verrez sûrement. Donc, toujours pensez à la rougeole. Attention, toujours pensez aussi à la primo-infection VIH. Toujours, ne l'oubliez jamais. Toujours pensez à une toxidermie. Les toxidermies sont très polymorphes. Vous pouvez avoir une toxidermie qui prend n'importe quelle forme, d'accord, comme les exanthèmes maculopapuleux dû à certains médicaments. La syphilis secondaire, pareil, peut avoir n'importe quelle forme. Et les viroses plus banales, on va passer à la mononucléose infectieuse, le parvovirus, etc. Vous avez aussi les rickettsioses qui ne sont pas au programme, mais qui sont dues à une infection bactérienne transmise par les tiques. Voilà, l'exanthème morbilliforme typique, l'exanthème maculopapuleux, ici qui était une toxidermie due au Bactrim chez un patient VIH. Donc vous voyez des macules et des papules avec des intervalles de Posen. Vous voyez qu'il y a des tout petits bouts de Posen entre chaque papule, ça ne touche pas toute la peau. D'accord ? Ensuite, l'exanthème roséoliforme, les causes c'est quoi? C'est l'exanthème subi, l'infection virale chez l'enfant qui donne 42 fièvres pendant 3 jours. Ensuite, vous avez une décrudescence de la fièvre avec apparition d'un exanthème roséoliforme avec de la fièvre qui commence à descendre. Ça, c'est l'exanthème subi. La rubéole, attention chez la femme enceinte, toujours penser à la rubéole. La syphilis secondaire encore, il faut toujours y penser, la syphilis, faites-y attention. La fièvre typhoïde, alors là, vous avez un contexte généralement assez particulier, le patient qui revient de voyage, avec des céphalées, de la fièvre, la splénomégalie, ça vous l'avez vu en maladie infectieuse. Et toujours les toxidermies. Les toxidermies peuvent prendre n'importe quelle forme, bien qu'elles soient plus fréquemment morbilliformes, mais elles peuvent prendre toutes les formes d'exanthème. Voilà, l'exanthème roséoliforme qu'on a vu tout à l'heure ici, le patient VIH qui avait la roséole syphilitique, donc des petites macules érythémateuses non infiltrées. L'exanthème scarlatiniforme, les causes c'est quoi? C'est la scarlatine. La scarlatine, vous connaissez bien, vous l'avez vu en pédiatrie. La maladie de Kawasaki chez l'enfant. L'épidermolyse staphylococcique aiguë, qui est due à une toxine que sécrète le staphylocoque, qui donne une desquamation de la peau avec un signe de Nikolsky positif. D'accord? Signe de Nikolsky positif, il faut penser chez l'enfant à l'épidermolyse staphylococcique aiguë. Vous frottez la peau en zone saine, vous avez un décollement. Et toujours pareil, pensez aux toxidermies, toujours y penser. Ensuite, donc, du coup, on va s'intéresser aux toxidermies. C'est donc par définition des manifestations cutanées liées à l'administration d'un médicament par voie systémique, j'insiste, pas par voie topique. Les facteurs de risque, c'est l'infection VIH. Les patients VIH font beaucoup plus de toxidermie. Le sujet âgé et le polymédicamenté, bien sûr. Quand on prend plein de médicaments, il y a plus de risques d'interaction.
Devant une suspicion de toxidermie, très important, ça il faut absolument que vous connaissiez ça par cœur. Toujours rechercher des signes de gravité qui devront faire hospitaliser le patient rapidement. Quand vous avez une infiltration des lésions, surtout au niveau du visage, ça c'est important, la fièvre élevée qui est mal tolérée, des adénopathies diffuses, des douleurs cutanées, attention, des douleurs cutanées, un exanthème qui est douloureux, qui est violacé, il faut suspecter un LAIEL, d'accord, une toxidermie grave, et un risque de décollement, donc ça c'est vraiment un signe de gravité. Des érosions muqueuses, buccales ou génitales, ça c'est un signe de gravité. Toujours pareil, le signe de Nikolsky, s'il est positif, vous fait suspecter les toxidermies bulleuses graves de type Steven Johnson ou LAIEL, donc qui nécessitent une hospitalisation en urgence dans un service de réanimation, et de la nécrose cutanée. Quand vous avez de la nécrose, c'est un signe de gravité devant une suspicion de toxidermie. L'exanthème morbidiforme, donc c'est la toxidermie qui est extrêmement fréquente, qui est bénigne. Vous avez donc un exanthème de type morbidiforme, maculopapuleux avec des intervalles de Posen, qui survient en moyenne 4 à 15 jours après la prise du médicament. Typiquement, on dit que c'est 9 jours après. Voilà. Le patient prend, par exemple prend du Bactrim et 9 jours après, il a l'exanthème maculopapuleux. Qu'est-ce qui est plutôt en faveur d'une toxidermie, contrairement à une virose? C'est pas du tout spécifique, ces signes, mais ça vous oriente un petit peu. Le prurite, vous avez un prurite qui est généralement assez important. Quand vous avez une rougeole, vous n'avez pas de prurite. Donc, quand vous avez un prurite, vous suspectez une toxidermie. Les lésions polymorphes, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même âge. Vous avez des lésions qui sont jeunes, avec un début de macule, et des lésions plus avancées qui sont déjà au stade de papule. D'accord? Ça, c'est en faveur d'une toxidermie. Quand vous n'avez pas d'énanthème, d'accord, quand vous avez une rougeole, vous avez un énanthème. Dans les viroses, vous avez des énanthèmes. Dans les toxidermies, vous n'en avez pas, généralement. Un sujet adulte le plus souvent, parce que c'est vrai que les adultes prennent plus souvent des médicaments. Bon, c'est pas spécifique du tout, hein, vous vous en doutez bien. La fièvre est généralement peu importante. Hein, dans les rougeoles, vous avez 42 fièvres. Dans une toxidermie comme ça, vous avez un petit 38, 38,5 au maximum. L'hyperosinophilie, très en faveur d'une toxidermie, bien qu'elle soit inconstante. Et la disparition des signes, dès que vous arrêtez le médicament et au bout d'une semaine, si ça disparaît, c'est très en faveur d'une toxidermie. D'accord ? Bien sûr, tous ces signes ne sont pas spécifiques, je rappelle. Les médicaments les plus fréquemment associés à ce type de toxidermie, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, très fréquents, les bêta-lactamines, hein, pas le Bactrim, excusez-moi, l'amoxicilline, l'augmentin, etc. Les anticonvulsivants et aussi le Bactrim, surtout chez le patient VIH, c'est vraiment un grand classique et c'est vrai qu'en pratique, ça se voit très souvent. Voilà. Ici, chez une patiente VIH, une toxidermie de type exanthème morbidiforme, un exanthème maculopapuleux. Voilà. Ensuite, l'urticaire aiguë, œdème de Quick, ça peut être, c'est l'urticaire aiguë certes, mais ça peut être une toxidermie quand c'est responsable, quand le médicament est en cause. D'accord ? Ça survient dans les minutes ou dans les heures suivant la prise médicamenteuse. Si vous avez pris un médicament, vous avez de l'urticaire 3 semaines après, c'est pas du tout dû à ce médicament. D'accord ? Vous prenez de l'amoxicilline et quelques minutes après, vous faites de l'urticaire ou un œdème de Quick. Quelques minutes après, c'est dû à ce médicament très probablement. C'est une contre-indication absolue à la réintroduction du médicament. Il est absolument hors du question d'aller remettre ce médicament car il y a un risque très élevé de choc anaphylactique et de gravité. C'est vraiment un signe de gravité très important et donc vous ne réintroduisez jamais ce médicament. Ensuite, la photosensibilité. C'est un mécanisme très particulier qui survient dans les heures suivant une exposition solaire. Le patient prend un médicament, par exemple du cycline, pour une infection quelconque, et dans les heures suivantes, il va avoir une éruption au niveau des zones photoexposées, donc les avant-bras, le dos des mains et le visage. Ça, c'est très évocateur. Il y a deux types de mécanismes, soit une vraie photoallergie, vous allez avoir des lésions d'eczéma sur les zones photoexposées, puis une diffusion à distance sur des zones non photoexposées secondaires, soit une vraie phototoxicité qui ressemble à un gros coup de soleil, qui peut être parfois bulleux, parfois impressionnant, sur les zones exposées. Les médicaments typiquement responsables de ça, c'est les cyclines, très fréquents. C'est pour ça qu'un patient qui est sous cycline, il faut absolument lui dire de se protéger contre le soleil pour éviter ça. L'amiodarone, c'est l'arcordarone, les sulfamides hypoglycémiants, les fibrates et les antibiotiques de type fluoroquinolone. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la PEAG, la pustulose exanthématique aiguë généralisée. C'est une toxidermie qui est rare. Alors dans certains livres, c'est décrit comme une toxidermie grave. C'est pas tout à fait exact. La gravité, elle est surtout due aux comorbidités. Vous avez un patient de 25 ans qui a une PEAG qui n'a pas de comorbidité. C'est pas grave du tout. Ça survient, c'est le délai très court. Ça, c'est important de le spécifier. Ça survient dans 1 à 4 jours après la prise médicamenteuse. D'accord ? Vous avez une PEAG qui survient 6 semaines après. Il faut se poser des questions. Okay. Donc cliniquement, c'est un exanthème généralement scarlatiniforme qui prédomine dans les plis, très important donc de regarder les plis des patients et pas juste regarder vite fait son patient, qui se couvre de petites pustules. Alors comme je disais au début de la conférence, ce sont des pustules aseptiques, vous ne trouverez aucun germe là-dedans. Donc pustule n'est pas synonyme d'infection, ça c'est important.
Enfin, les examens biologiques montrent parfois une hyperleucocytose très impressionnante avec des polynucléaires. C'est pour ça qu'on voit des pustules avec une hyperleucocytose. Les patients qui ne sont, enfin, les médecins qui ne sont pas dermatos ont souvent peur d'une infection. Pourtant, ce n'est pas une infection. Le diagnostic différentiel, c'est le psoriasis pustuleux. Hein, on verra des photos après. Et les médicaments les plus fréquemment responsables de ça, c'est les antibiotiques, essentiellement la piostacine et les macrolides. Voilà, typiquement la PEAG, hein, vous voyez ici, vous avez au niveau des plis un exanthème avec un semis de micropustules ici qui ne sont pas prurigineuses généralement. Et donc ça, c'est typique d'une pustulose exanthématique aiguë généralisée. Le DRESS, c'est Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, ou en français le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, qui est une toxidermie grave. Ça, c'est très important quand vous précisez dans un dossier votre diagnostic, dire si la toxidermie est bénigne ou grave. Donc ça, c'est une toxidermie grave. C'est la toxidermie qui a le délai d'apparition le plus long. Ça survient en pratique entre 2 à 6 semaines après la prise médicamenteuse, donc vraiment longtemps après. Cliniquement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une éruption qui peut être érythrodermique, donc un patient qui est rouge de la tête aux pieds, avec un prurite généralement très important, de la fièvre et des signes de gravité avec des adénopathies. C'est pour ça que quand vous recherchez les signes de gravité devant une adénopathie, devant une suspicion de toxidermie, si vous avez des adénopathies, ça peut vous orienter vers un DRESS, donc une toxidermie grave. Un œdème infiltré du visage, des arthralgies. Et biologiquement, vous avez une hyperéosinophilie qui est parfois très importante. Attention, qui n'est pas tout le temps là. Si vous n'avez pas d'hyperéosinophilie, ça n'élimine pas le DRESS. D'accord. Une cytolyse hépatique, hein, vous avez vraiment des atteintes viscérales. Un syndrome mononucléosique. Et la gravité du DRESS repose dans l'atteinte viscérale profonde. Donc, les myocardites, vous avez un infiltrat d'éosinophile dans le myocarde, avec toutes les complications que ça peut donner, des troubles de rythme pouvant entraîner le décès. Une pneumopathie interstitielle, donc attention si vous avez un patient qui tousse, auscultez-le bien. Et une néphropathie interstitielle, donc recherchez bien une insuffisance rénale, faites une BU pour rechercher des leucocyturies, etc. Le médicament le plus typiquement responsable, c'est l'allopurinol, d'accord, c'est le Zyloric, et aussi les anticonvulsivants et les AINS. On peut le traiter, bien sûr, en arrêtant le médicament, on va voir ça après, mais quand on a des formes graves, on peut faire une petite corticothérapie dans les cas graves avec des rechutes possibles. Quand vous arrêtez les corticoïdes, vous avez une rechute du DRESS, même si vous avez arrêté le médicament. Ça peut se voir. Le syndrome de Stevens-Johnson. Alors ça, c'est vraiment la toxidermie très grave, d'accord. Ça, c'est vraiment une des rares urgences en dermatologie. Ça existe, les urgences en dermatologie, contrairement à ce que certains pensent. C'est une toxidermie bulleuse, qui est heureusement assez rare, qui survient entre 7 à 21 jours après la prise du médicament, qui est généralement assez polymorphe, hein, on dit éruption maculopapuleuse, hein, ça peut être que maculeuse, qui est purpurique quand vous avez un purpura, ça il faut vraiment s'inquiéter, et surtout un décollement, vous allez avoir des bulles, un décollement cutané avec un signe de Nikolsky qui sera positif. Une atteinte du tronc et du visage assez typique, une atteinte muqueuse avec un patient qui a des ulcérations au niveau des conjonctives, au niveau génital, au niveau buccal. Quand vous avez ça avec de la fièvre, méfiez-vous, c'est une toxidermie grave. Par définition, il y a une atteinte inférieure à 10% de la surface corporelle. Si c'est inférieur à 10%, c'est un Stevens-Johnson. Si c'est supérieur à 30% de la surface corporelle, c'est un syndrome de Lyell. Si c'est entre 10 et 30, c'est des syndromes intermédiaires. Ça n'a pas de nom propre, mais c'est quand même des toxidermies graves. Typiquement, les médicaments responsables, c'est tout cela. Les anti-inflammatoires, hein, c'est généralement toujours les mêmes. Les anticonvulsivants, la nevirapine chez les patients VIH, le Bactrim et le Zyloric. Voilà, le syndrome de Stevens-Johnson. Donc vous voyez ici, chez un patient en réanimation, ici vous avez une bulle, un décollement cutané. Là, vous avez tout un purpura, des macules purpuriques infiltrées. Et là, si vous frottez un peu en peau un peu plus saine, vous allez avoir un signe de Nikolsky positif. Donc ça, c'est gravité, grosse gravité. Le syndrome de Lyell, la toxidermie gravissime, très très grave, une urgence absolue en dermatologie, qui est similaire au syndrome de Stevens-Johnson, hein, donc le même délai d'apparition, les mêmes médicaments responsables, mais par définition, hein, ça c'est consensuel, ça touche plus de 30% de la surface corporelle. Donc ça, si vous avez plus de 30%, c'est un syndrome de Lyell. Cliniquement, généralement, les externes, vous connaissez bien ça, vous connaissez bien le décollement en linge mouillé parce que c'est assez typique. Il faut savoir y penser avant, hein, d'accord. Vous allez avoir un patient qui n'est pas bien, qui a un syndrome pseudo-grippal, de la fièvre assez élevée, 40 degrés, qui a des arthralgies, des myalgies. Ensuite, il va avoir une atteinte muqueuse qui précède l'atteinte cutanée, avec des érosions, hein, des ulcérations, des lésions aftoïdes dans la bouche. Un érythème rouge sombre, comme je disais tout à l'heure, douloureux. Un érythème qui fait mal, attention, qui est un peu violacé, un peu pourpre. Il faut se méfier, ça va décoller. Et ensuite, vous avez le grand classique, le décollement cutané, avec l'aspect en linge mouillé. On va voir ça en photo.
le signe Nikolsky de Nikolsky est positif, hein, comme d'habitude. Et la gravité aussi repose dans l'atteinte viscérale avec des cytopénies, une toxicité médulaire. Vous avez des bulles au niveau cutané, mais vous avez aussi une atteinte de l'épithélium bronchique, donc avec des vraies détresses respiratoires qui peuvent être gravissimes, une déshydratation, des risques de sepsis à point de départ cutané, puisque vous n'avez plus de protection cutanée. Voilà, le syndrome de l'aïeul, ça, une photo un peu historique, gravissime en réanimation, avec cet aspect en linge mouillé, vous voyez, l'impression que la peau est mouillée et que la peau part complètement. Ça, c'est vraiment très grave. D'accord ? Ici, vous êtes déjà à un stade tardif, hein, donc il faut vraiment savoir évoquer le diagnostic avant. Quand on suspecte une toxidermie, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on interroge bien sûr le patient avec un interrogatoire policier pour rechercher tous les médicaments qu'il a pris. Faites attention, parfois ils prennent des médicaments, ils prennent un petit Advil, un petit anti-inflammatoire parce qu'ils ont eu mal au dos, ils ne vous le disent pas parce qu'ils considèrent ça comme parfaitement banal. Donc vraiment bien interroger votre patient. Ensuite, les mots-clés, c'est l'imputabilité intrinsèque. C'est quoi ? Vous avez un patient qui prend 10 médicaments. Ça va être un peu dur de savoir quel médicament est responsable. Donc vous allez bien l'interroger. Il y a un score chronologique, c'est-à-dire le délai compatible entre la prise médicamenteuse et l'apparition des signes. Par exemple, on a dit dans la PEAG que c'est un délai très court. Si vous avez une PEAG qui se développe 6 mois après la prise d'un médicament, c'est quand même pas très compatible. Donc l'imputabilité intrinsèque n'est pas vraiment là. D'accord ? L'évolution après l'arrêt du traitement, c'est-à-dire que si la toxidermie continue après l'arrêt du traitement, c'est probablement pas ce traitement qui était responsable de la toxidermie. Ensuite, vous avez le score sémiologique, c'est-à-dire la définition, enfin les critères cliniques qu'on a définis tout à l'heure de la toxidermie, avec les bulles, avec les macules, etc. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'autre étiologie à l'interrogatoire évidente. Ensuite, vous avez l'imputabilité extrinsèque, donc vous regardez dans le Vidal, vous recherchez sur PubMed. Si vous avez un syndrome de l'aïeul dû au Doliprane, il faut vraiment vous poser des questions puisque c'est quand même pas un classique, alors qu'un syndrome de l'aïeul dû à un anti-inflammatoire ou un anticonvulsivant, c'est quand même beaucoup plus probable. Ensuite, quand vous avez tout ça, vous pouvez déterminer normalement quel médicament a été responsable de cette toxidermie. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Si c'est une toxidermie grave, un laïeul, un DRESS, etc., vous arrêtez le médicament, obligatoirement. Hein, vous savez, le meilleur facteur pronostic, c'est l'arrêt précoce du médicament. Plus le médicament est arrêté tôt dès qu'on suspecte une toxidermie, meilleur est le pronostic. Donc ça, c'est vraiment très important. Le médicament sera contre-indiqué à vie. Vous éduquez bien votre patient. Vous lui expliquez que c'est absolument contre-indiqué de prendre ce médicament ou un autre médicament contenant la même molécule. Faites attention. Vous écrivez à son médecin traitant, vous lui remettez une carte spécifiant qu'il est bien intolérant à ce médicament puisqu'il a fait une toxidermie grave. Et vous pensez bien à déclarer la pharmacovigilance pour que plus tard, ça soit décrit qu'il y ait ces cas qui soient rapportés dans la littérature. Si c'est une toxidermie bénigne, par exemple un exanthème maculopapuleux bénin dû au Bactrim chez un patient VIH, ben là vous êtes un peu embêté parce que le Bactrim c'est quand même très important pour la prévention de la pneumocystose. Soit vous arrêtez le Bactrim et vous donnez un autre médicament, soit vous pouvez le continuer. Ça peut se discuter. Hein. Quand il n'y a pas de signe de gravité, quand il n'y a aucun signe de gravité, vous pouvez continuer le médicament avec une surveillance, d'accord, en expliquant bien au patient que s'il a de la fièvre, s'il a le moins de signes de gravité, il faut qu'il arrête le médicament et qu'il vous consulte en urgence. Donc la balance bénéfice-risque. Si le médicament n'est pas indispensable, vous l'arrêtez. S'il l'est, vous pouvez le continuer. On va passer un petit peu à la thérapeutique. Les dermocorticoïdes, c'est important parce que dans les dossiers, vous écrivez souvent traitement par dermocorticoïdes, point. Ça ne suffit pas, il faut vraiment savoir plus de choses que ça. Vous savez que vous avez un item entier sur les corticoïdes dans le module de thérapeutique. Donc rapidement, les propriétés des dermocorticoïdes, c'est anti-inflammatoire, antiprolifératif, vasoconstricteur, immunosuppresseur. Ça, vous savez, on va passer vite. Et vous avez 4 classes de dermocorticoïdes. On n'utilise plus la classification 1 à 4, parce que vous savez qu'en France, on faisait 1 à 4, les autres pays faisaient de 4 à 1, donc il y avait des confusions. L'activité très forte, pour le CN, on n'utilise quasiment pas, c'est le dermoval, qu'on donne essentiellement pour les pemphigoïdes bulleuses, les autres dermatoses bulleuses comme de ce type. Le plus fréquent, le plus typique, le plus classique, c'est la diprozone, l'activité forte. Vous avez ensuite l'activité modérée, le tridézonide qu'on peut donner chez le nourrisson, chez l'enfant. Et ensuite l'hydrocortisone, l'activité faible que vous pouvez donner quand vous faites un relais, par exemple. Vous traitez un eczéma de contact, une dermatite atopique, et vous donnez après, quand la dermatose s'améliore, un dermocorticoïde d'activité plus faible pour avoir une décroissance progressive. Les dermocorticoïdes s'administrent une seule fois par jour. Pourquoi une seule fois par jour ? Parce que vous avez une accumulation de la couche cornée et un relargage progressif sur 24 heures, et donc ça ne sert à rien de donner 2 fois par jour des dermocorticoïdes puisque vous avez une augmentation du risque d'effets indésirables et pas de bénéfice sur l'efficacité.
Toujours une décroissance progressive, hein, vous n'arrêtez jamais brutalement les dermocorticoïdes, vous espacez les applications et vous donnez un dermocorticoïde d'activité plus faible. La galénique, ça c'est important de le savoir quand même. Si vous ne savez pas, vous mettez toujours la crème, vous en sortirez toujours. Si vous avez des lésions sèches, typiquement le psoriasis, vous mettez une crème, vous mettez une galénique hydratante, et donc une pommade. La pommade, c'est quelque chose de gras, et donc ça va ramollir les croûtes si vous avez des lésions sèches. D'accord ? Si vous avez des lésions dans les plis, vous ne mettez pas de pommade, parce que la pommade, c'est gras, et donc ça favorise la macération, et donc le risque d'infection par des champignons. D'accord ? Donc hors de question d'aller mettre des pommades dans les plis. Si vous avez des lésions dans les muqueuses, au niveau des muqueuses ou des plis, vous donnez une lotion. Au niveau du cuir chevelu, la lotion, c'est quelque chose de très fluide, qui ne macère pas, qui est très bien absorbé par la peau au niveau des muqueuses et qui ne favorise pas la macération. Les effets indésirables des dermocorticoïdes, vous les connaissez, hein, c'est comme les corticoïdes péros quasiment. L'atrophie cutanée avec les vergetures, la fragilité cutanée, hein, vous savez les patients qui ont des dermocorticoïdes pendant longtemps, ils ont la peau un peu papier cigarette comme on décrit, avec du purpura, parce que vous avez une fragilité des vasculaires. Ça peut aggraver une acné si vous en mettez au niveau du visage, ça aggrave la rosacée. Ça peut donner des infections cutanées localisées, hein, ça peut aggraver un herpès, c'est pour ça que la kératite herpétique, quand c'est contre-indiqué de mettre des collyres corticoïdes à la cortisone. Ça peut aussi créer un impétigo local, d'accord ? Ça donne une hypertrichose, donc ça fait les poils qui poussent, et ça donne la peau grasse. Le phénomène de tachyphylaxie, c'est important, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'arrêt des médicaments, il y a un risque de rebond de la dermatose. Si vous arrêtez brutalement les dermocorticoïdes pour un psoriasis, ça va revenir très rapidement. D'où l'importance de faire une décroissance progressive. Ça peut laisser des lésions hypopigmentées, surtout chez les patients noirs, hein, ça laisse des traces blanches, c'est souvent assez mal vécu, mais quand on a une dermatose qui nécessite un traitement, on n'a pas d'autre choix. Et alors le passage systémique, c'est possible. Alors le retard de croissance chez l'enfant, c'est vraiment très rare, hein. Il faudrait vraiment un traitement très prolongé par dermocorticoïdes, ça se voit rarement. Et chez les patients diabétiques, ça peut déséquilibrer un diabète. Pareil, c'est rare, il faut vraiment un traitement très très prolongé. Et ça, c'est dans des pathologies qui ne se voient pas à l'ECN. Psoriasis, très important, déjà tombé à l'ECN, quelque chose de très fréquent. C'est une maladie chronique qui n'est pas contagieuse, ça c'est important de préciser ça parce que les patients ils pensent souvent que c'est contagieux, ou l'entourage généralement. Il y a un retentissement social très important, les patients ils en souffrent beaucoup. Donc comme c'est chronique, ça évolue par poussée, ça guérit, ça revient. Les facteurs favorisants, c'est l'hérédité. Quand vous avez quelqu'un dans vos familles qui a du psoriasis, vous avez plus de chances de faire du psoriasis. Certains médicaments peuvent déclencher les poussées de psoriasis. Donc ça, c'est important dans un dossier ou à l'interrogatoire en pratique. Un patient qui prend du lithium, des bêta-bloquants, il faut penser à les arrêter si possible, bien évidemment. Si un bêta-bloquant est indispensable pour un patient qui a une cardiopathie, il ne faut pas les arrêter comme ça. L'interféron, la corticothérapie générale peuvent favoriser les poussées de psoriasis. Le stress n'est pas une cause de psoriasis, attention, mais un facteur favorisant pour les poussées. Les angines streptococciques, c'est l'enfant, ça peut précéder la poussée. Et l'infection VIH, pareil, n'est pas une cause, mais un facteur aggravant. Cliniquement, comment ça se présente ? Typiquement, le psoriasis en plaques, ce qu'on appelle le psoriasis vulgaire, ce sont des plaques érythémateuses, squameuses, bien limitées. D'accord ? Généralement, c'est pas prurigineux. Dans les livres, on dit que c'est pas prurigineux. En pratique, ça peut l'être. C'est pas rare que ça soit prurigineux. La topographie, c'est globalement bilatéral symétrique. Généralement, bien sûr, c'est pas absolu comme règle. Ça touche les zones bastions, c'est-à-dire les phases d'extension des membres, les coudes, les genoux, la région lombosacrée, le cuir chevelu. Vous avez également un phénomène de Koebner, comme on avait décrit tout à l'heure, avec des lésions qui peuvent apparaître sur des cicatrices ou une plaie. Voilà, typiquement le psoriasis en plaques, ce qu'on appelle... Alors là, par exemple, dans un dossier, ça, vous voyez ici, mon diagnostic, il n'est pas assez précis. C'est du psoriasis en plaques. Parce que vous avez différents types de psoriasis. Vous avez le rhumatisme psoriasique, le psoriasis pustuleux, etc. On va voir ça. Donc ça, c'est un psoriasis en plaques. Donc des lésions très bien limitées, vous voyez, vous pouvez passer le stylo autour. Des lésions érythémateuses, squameuses. Quand vous grattez avec une petite curette, vous avez le signe de la rosée sanglante avec une petite... comme vous avez des vaisseaux qui sont très superficiels, une hypervascularisation, vous avez un petit suintement hémorragique quand vous grattez les plaques. Les formes cliniques, le psoriasis vulgaire, alors maintenant on dit plutôt psoriasis en plaques que psoriasis vulgaire, parce que c'est pas joli, voilà, mais ça change pas grand chose. Le psoriasis inversé des plis, ça donne du psoriasis dans les plis. Le diagnostic différentiel, c'est les infections fongiques. Ça a un aspect
brillant, et très bien limité et généralement non squameux. Vous n'avez pas de squame. C'est pour ça qu'à la fois le diagnostic traîne un peu chez les médecins qui ne sont pas dermatologues, qui ne connaissent pas ça. Ils pensent que c'est des mycoses, ils leur donnent un traitement antifongique et ça ne marche pas. Ça peut toucher les ongles, le psoriasis. Très important de regarder les ongles quand vous suspectez un psoriasis. Vous allez avoir des petites dépressions cupuliformes, ce qu'on appelle en dé à coude. Là, vous avez l'ongle et vous avez des petites dépressions. Voilà. Ça c'est du psoriasis syngéal. D'accord ? Vous pouvez avoir aussi une hyperkératose de l'ongle, ce qu'on appelle la pachyonychie, qui peut se voir dans le psoriasis syngéal. Le rhumatisme psoriasique, vous allez le voir en rhumatologie, qui peut être associé ou non à psoriasis cutanée. Et les formes sévères de psoriasis, c'est l'érythrodermie. Ça, c'est une forme sévère. Quand vous avez par exemple, un patient qui arrête les corticoïdes pour une raison X ou Y, le fait de sevrer brutalement en corticoïdes, ça peut donner des érythrodermies. Le psoriasis pustulo-généralisé, c'est un psoriasis diffus, avec des pustules toujours pareil, aseptiques, amicrobiens, diffus, et qui est une forme grave qui nécessite un traitement hospitalier. Je précise ça parce que ça a été souvent écrit, la fréquence du syndrome métabolique. Vous verrez ça en cardiologie chez les patients qui ont du psoriasis, donc avec souvent des dyslipidémies, un surpoids et tous les signes cliniques associés au syndrome métabolique que vous connaissez. Donc pensez bien à rechercher ça. Le traitement, ça c'est très important, je pense que c'est la partie la plus importante du psoriasis, il y a énormément de traitements disponibles et donc vous devez savoir comment gérer un minimum les traitements. Le traitement du psoriasis en plaques. Psoriasis vulgaire. Donc c'est juste des plaques, vous n'allez pas faire un traitement trop agressif. Vous allez donner des kératolytiques, donc de la vaseline salicylée, pour enlever les squames, ça va décaper un peu les squames. Ensuite, vous allez donner des dermocorticoïdes une fois par jour d'activité forte, type diprozone, sur toutes les lésions, pas sur la peau saine bien évidemment, avec une décroissance progressive, que vous pouvez associer à un traitement par de la vitamine D en topique. Donc ça, diprozone plus vitamine D, ça s'appelle le Dévobet. Vous avez sûrement vu ça en stage ou des patients qui avaient ça. Le Dévobet, c'est des corticoïdes d'activité forte avec de la vitamine D qui améliore le psoriasis. Ensuite, vous avez un traitement d'entretien. Donc, une fois que le psoriasis a disparu, vous arrêtez les dermocorticoïdes. Il est hors de question de continuer les corticoïdes en topique s'il n'y a plus de psoriasis. Vous hydratez bien la peau avec un émollient et vous pouvez donner de la vitamine D en topique. Si vous avez un psoriasis étendu ou résistant au traitement local, vous pouvez donner de la puvathérapie. Donc des rayons, les patients ils vont dans des cabines, ils reçoivent des UV. C'est très bien quand il y a un psoriasis étendu. Quand il y en a beaucoup, on ne va pas mettre des dermocorticoïdes partout, dans le dos, c'est un petit peu compliqué, donc on donne ça. Ou alors des rétinoïdes péros qu'on va développer maintenant. Donc la puvathérapie. Comment ça se passe en pratique? On va faire ça assez simple, vous n'êtes pas censé savoir exactement comment ça se passe. C'est des patients qui sont dans une cabine, ils prennent un médicament photosensibilisant 2 heures avant la séance. Ils font à peu près 2 à 3 séances par semaine jusqu'à blanchiment des lésions. Bon, voilà, ça c'est un petit peu du recours du spécialiste. Par contre, ce que vous devez absolument savoir, c'est les contre-indications. C'est des UV. Donc forcément, les UV, si vous avez eu un mélanome, il est absolument hors de question, ou un carcinome, vous allez mettre des UV sur la peau d'un patient qui a un antécédent de cancer cutané. Donc faites très attention à ça, d'accord ? Une insuffisance hépatique ou rénale sévère, pourquoi? Parce que la prise du médicament photosensibilisant est contre-indiquée si vous avez une insuffisance hépatique ou rénale sévère. La grossesse, on ne va pas aller s'amuser à faire ça chez la femme enceinte. La cataracte, ça aggrave la cataracte, donc l'importance d'un examen ophtalmologique. Toute maladie avec photosensibilité, par exemple le lupus, on ne va pas mettre des UV chez une patiente qui a un lupus pour lui déclencher une poussée de lupus, ça c'est important. Le médicament photosensibilisant, comme on a dit tout à l'heure par exemple une cycline, c'est contre-indiqué avec, et l'enfant inférieur qui a moins de 12 ans. Faites attention aussi, comme ils sont photosensibilisés avec ce traitement, il faut qu'ils portent des lunettes de soleil, ça c'est important. Et vous faites bien un bilan lipidique, un bilan hépatique, un bilan rénal et des bêta-HCG pour éliminer une contre-indication chez la femme enceinte. Les rétinoïdes en péros, c'est du soriatane, fréquemment utilisé pour le psoriasis, qui sont des rétinoïdes. Très important, attention, contraception obligatoire chez la femme, d'accord? Ça, faites très attention, dans la vraie vie, ça va vous coûter cher et dans un dossier aussi. Et ce qu'on dit, c'est jusqu'à 2 ans après l'arrêt du traitement. Donc ça, attention, quand vous vous lancez là-dedans, précisez bien à votre patiente, si elle a dans ses projets d'avoir un enfant dans les mois qui suivent, vous n'allez pas lui proposer du soriatane, d'accord? Et vous faites un bilan lipidique, des bêta-HCG, une créate, un bilan hépatique, avant la mise en place du traitement, et tous les 3 mois. Si vous avez un psoriasis qui résiste à ça, comment vous faites? Attention, vous savez que le VIH est un facteur aggravant. Donc là déjà, il faut vous poser des questions, savoir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous qui explique une résistance au traitement. Pensez bien à faire une sérologie VIH, toujours pareil, avec l'accord du patient.
Les possibilités, c'est quoi? C'est le méthotrexate, hein, qu'on utilise aussi, vous savez, en rhumatologie, pour la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres pathologies, que vous donnez per os ou en sous-cutané une seule fois par semaine. Les contre-indications du méthotrexate, vous les avez vues en rhumatologie, je ne vais pas revenir là-dessus. Pensez bien à faire le bilan biologique initial, en respectant bien les contre-indications du méthotrexate. Toujours pareil, la contraception obligatoire. Vous surveillez le bilan hépatique et l'anime régulièrement. Et les effets indésirables, je vais passer, hein, vous les connaissez, vous avez vu ça en rhumatologie. Voilà. La deuxième possibilité, c'est la cyclosporine. Ça marche très bien. C'est pas beaucoup utilisé en France, mais ça marche très bien. Ça donne une toxicité rénale et de l'hypertension, et ça peut induire certains cancers. Mais c'est vrai qu'en France, on ne l'utilise pas beaucoup. Quand est-ce qu'on donne des anti-TNF? Donc là, c'est encore des traitements différents. Attention, l'indication, l'AMM, c'est échec de 2 traitements sur 3 parmi le méthotrexate, la cyclosporine, la pivathérapie. Il est hors de question d'aller donner des anti-TNF qui coûtent très cher chez un patient qui n'a jamais reçu de traitement avant. D'accord? Vous allez passer d'abord par d'autres étapes. Le bilan thérapeutique des anti-TNF, vous le connaissez, hein, bien sûr la chirurgie VIH, les hépatites. Regardez s'il n'a pas une tuberculose latente qui risquerait d'être réactivée par l'immunodépression liée aux anti-TNF. Vous connaissez bien sûr les contre-indications des anti-TNF et n'oubliez pas toujours la contraception chez la femme enceinte. D'accord ? Les indications après, pour l'érythrodermie psoriasique, c'est une urgence, vous n'allez pas la traiter par dermocorticoïdes, vous l'hospitalisez. Hein, l'érythrodermie, il y a toujours un risque de surinfection cutanée, de déshydratation, il faut vraiment hospitaliser votre patient. Et le traitement de référence, c'est l'acitrétine, donc les rétinoïdes par voie systémique. Attention, la photothérapie est contre-indiquée dans l'érythrodermie psoriasique. Le psoriasis pustuleux, pareil, c'est une urgence, vous utilisez également de l'acitrétine. Dans un dossier, même dans la vraie vie, les patients qui font souvent du psoriasis, c'est très affichant, hein, ils perdent leur squame, ils en mettent partout, ils sont souvent mal vus dans la société, et donc ça c'est vrai, hein, c'est pas que dans les livres, ils en souffrent souvent beaucoup, et vous pouvez leur proposer un soutien psychologique. Le phénomène de Raynaud, c'est donc un acrosyndrome vasculaire paroxystique qui est très fréquent dans la population générale, hein, à peu près 10% de la population générale, plus fréquent chez les jeunes femmes, qui évolue donc en 3 phases, hein, vous les connaissez les 3 phases. La phase syncopale, qui est indispensable au diagnostic, vous n'avez pas de phase syncopale, vous n'avez pas de phénomène de Raynaud, et la phase asphyxique et hyperémique qui ne sont pas indispensables au diagnostic. Donc la phase syncopale, c'est donc les doigts qui deviennent brutalement blancs, avec une sensation d'engourdissement et généralement une limite assez nette. Parfois ça peut toucher les oreilles, le nez, les orteils, mais c'est généralement, essentiellement, les doigts. L'interrogatoire et l'examen clinique a une importance capitale. Vous allez demander au patient quand est-ce que ça a commencé, à quel âge. Si ça a commencé à l'âge de 18 ans, c'est beaucoup moins suspect que si ça commence à 50 ans. Quelle profession, hein, pour chercher la cause. Une prise médicamenteuse. Savoir si c'est unilatéral, bilatéral, s'il y a une atteinte du pouce, on va voir pourquoi après, s'il y a des antécédents familiaux de maladies de Raynaud, s'il y a une perte de poids récente, qui est une cause aggravante du phénomène de Raynaud. Cliniquement, vous allez rechercher des signes évocateurs de causes secondaires au phénomène de Raynaud. Donc, une sclérodactylie qui se voit dans la sclérodermie, c'est-à-dire la peau qui est un petit peu cartonnée avec des doigts boudinés, des nécroses pulpaires. Ça, vous avez une nécrose pulpaire, tout de suite, ça vous exclut immédiatement le phénomène de Raynaud primitif, la maladie de Raynaud. Quand vous avez une nécrose, c'est obligatoirement secondaire. Vous palpez les poux. Vous recherchez un souffle vasculaire, les manœuvres positionnelles, dont la manœuvre d'Allen. Je l'écris, la manœuvre d'Allen pour rechercher des sténoses ou des thromboses au niveau des artères des membres supérieurs. Des télangiectasies, des calcinoses sous-cutanées qui se voient dans la sclérodermie. On va voir ça. Les examens complémentaires. Devant une suspicion de maladie de Raynaud. Donc maladie de Raynaud, je rappelle, maladie de Raynaud, c'est un phénomène de Raynaud idiopathique. Donc attention aux termes que vous utilisez. Maladie de Raynaud ou un Raynaud bilatéral, vous allez faire une capillaroscopie. Donc, c'est-à-dire, c'est un espèce de gros microscope. Vous mettez une petite goutte d'huile, vous mettez les doigts sous le microscope et vous recherchez des méga capillaires qui se voient dans certaines connectivites, essentiellement la sclérodermie. Vous cherchez aussi des méga capillaires et des plages avasculaires avec une disparition des capillaires qui sont très suspects, qui se voient dans les sclérodermies. Des facteurs antinucléaires, des anticorps anti-SCL70 et anti-centromère, pareil, qui se voient dans la sclérodermie. Une TSH et une numération, une radiographie des mains et du thorax. Hein, ça, c'est pour rechercher les causes secondaires. Devant un phénomène de Raynaud unilatéral, vous ferez le même bilan et vous rajouterez un échographie Doppler artérielle des membres supérieurs. Tout ça, on va expliquer avec les causes qu'on va voir juste après. Les étiologies. La plus fréquente, c'est la maladie de Raynaud, donc c'est une cause primitive. Et donc, généralement, il faut tous les critères pour parler de maladie de Raynaud. Hein. Donc, vous avez une patiente, généralement, c'est des femmes qui sont jeunes, donc moins de 35 ans,
qui ont un de leurs parents, généralement la mère, qui a déjà eu une maladie de Raynaud, une atteinte symétrique bilatérale avec respect des pouces, aucun trouble trophique, ça c'est très très important, c'est-à-dire aucune nécrose, aucune plaie, qui n'a pas une évolution depuis 2 ans, généralement c'est un terrain migraineux, et avec un bilan paraclinique normal. Ça c'est hyper important, parce que même si vous avez une patiente jeune qui n'a aucun signe clinique évocateur de cause secondaire, vous allez quand même devoir faire un bilan paraclinique, c'est indispensable. Les autres causes, c'est les médicaments, typiquement les bêta-bloquants, qui peuvent aggraver le phénomène de Raynaud, hein, primitif ou secondaire. Les bêta-bloquants ne sont jamais responsables d'ulcération digitale. Si vous avez des ulcérations digitales, c'est forcément une cause secondaire. D'autres médicaments qui sont moins anecdotiques, pour vous, c'est vraiment les bêta-bloquants. Les collagénoses, hein, la sclérodermie, qui est une connectivite très fréquente. Hein, plus de 95% des sclérodermies ont un phénomène de Raynaud, qui est un signe clinique de sclérodermie très précoce avant l'apparition des complications viscérales et certaines vascularites. Ah merde, excuse-moi, j'ai... Le stylo est mal. Ah oui, c'est pour ça. On coupera là. Les autres étiologies, c'est certaines artériopathies, la maladie de Berger, qui est une thromboangite oblitérante, hein, assez rare chez l'homme fumeur. Il faut absolument que le patient soit fumeur pour avoir cette maladie. D'étiologie pas très bien déterminée. La maladie Takayasu, qui est une vascularite. Les embolies distales. Certaines maladies professionnelles, hein, c'est retenu comme pathologie professionnelle, chez les patients qui utilisent des marteaux-piqueurs, hein, la maladie des engins vibrants, ou les patients qui ont des métiers où ils tapent souvent avec un marteau, ce qu'on appelle la maladie du marteau, qui est responsable d'anévrisme au niveau de l'artère ulnaire, qui peuvent être responsables de phénomènes de Raynaud. Attention, maladie de Raynaud, ça veut dire primitif. Hein. Les acromégalies, l'hypothyroïdie, d'où la TSH dans le bilan. D'accord. Les syndromes myéloprolifératifs, donc avec une simple NUM au bilan, vous allez pouvoir détecter ça. Canal carpien, tumeur glomique, bon ça c'est plus anecdotique. Voilà, ici une sclérodactylie chez une patiente qui a une sclérodermie. Vous voyez que les doigts sont complètement boudinés. Ici, vous essayez de pincer la peau, c'est complètement impossible parce que c'est complètement sclérosé. Ici, vous avez une petite ulcération digitale au stade de croûte, donc ça, c'est extrêmement suspect. Ici, vous avez un phénomène de Raynaud très suspect. Vous avez une nécrose ici, donc forcément, c'est une cause secondaire. Et là, vous avez la maladie de Raynaud. Pardon, je dis des bêtises. Là, le phénomène de Raynaud en phase syncopale. D'accord, vous voyez le doigt qui est tout blanc. Ça, c'est extrêmement suspect, la nécrose. Hein. Ça ne peut pas être une maladie de Raynaud. Comment vous faites? Comment vous le traitez votre patient? Étiologique si possible, bien évidemment. Arrêt du tabac indispensable, quelle que soit la cause, primitive ou secondaire. Le tabac est un facteur aggravant, il faut absolument que le patient arrête. Vous le protégez contre le froid, puisque le froid déclenche les crises de Raynaud. La perte de poids aggrave les crises, donc évitez une perte de poids importante. Si vraiment les crises sont invalidantes, vous pouvez les traiter par inhibiteur calcique. D'accord, à la demande. Et s'il y a une atteinte sévère, quand il y a des plaies pulpaires chez les patients qui ont des sclérodermies, vous pouvez les perfuser par ilomédine. Hein, l'Ilopros, c'est un vasodilatateur et un anti-agrégant plaquettaire qui fait cicatriser plus rapidement les plaies pulpaires. Ensuite, le lupus érythémateux, grand classique dans le CN et en médecine. Pourquoi? Parce que c'est très transversal en rhumatologie, en néphrologie, en dermatologie. C'est donc une connectivite, une maladie auto-immune, qui touche essentiellement les femmes jeunes de peau noire, qui donne beaucoup de signes cutanés, c'est pour ça qu'on les voit beaucoup en dermatologie. Typiquement, c'est le rash malaire, hein, le lupus érythémateux aigu, qui donne un érythème du visage, hein, ce qu'on appelle le vespertilio, hein, le masque de loup, le masque en chauve-souris, le vespertilio. Vespertilio, c'est une race de chauve-souris. Vous avez également le lupus discoïde chronique, qui est rarement associé au lupus systémique, mais qui peut se voir, qui se voit plus souvent chez l'homme, avec des plaques érythémateuses atrophiques, d'accord. Des ulcérations buccales, une photosensibilité, hein, d'où l'intérêt de la photoprotection, très importante. Des lupus subaigus, ça c'est un peu de la sémologie un peu compliquée pour vous, mais on va passer. Et puis d'autres types vasculaires, d'autres manifestations, un type de phénomène de Raynaud, du livédo, du purpura, des alopécies. Voilà, ici un rash malaire, un lupus érythémateux aigu, d'accord, avec le rash malaire érythémateux, typique. Alors, ensuite, tout lupus érythémateux n'est pas systémique, c'est important. Vous avez un lupus discoïde chronique, il n'est pas forcément systémique. Pour qu'il soit systémique, il faut minimum 4 critères hein, de l'ACR, l'American College of Rheumatology, 4 critères pour pouvoir diagnostiquer le lupus systémique. Vous voyez que dans les 4 critères, il y a quand même 4 critères, enfin 4 manifestations dermatologiques, l'érythème malaire, le lupus discoïde chronique, la photosensibilité et les ulcérations buccales. Toutes les autres sont des pathologies non dermatologiques,
que vous avez vu sûrement en rhumatologie ou dans d'autres matières, qui vous permettent de poser le diagnostic de lupus érythémateux systémique. Le traitement pour vous, à votre niveau, il faut retenir des choses très simples. La photoprotection, c'est indispensable, puisque le soleil favorise les poussées de lupus. Donc la patiente, généralement une patiente, doit absolument se protéger contre le soleil. Contre-indication aux œstroprogestatifs, d'accord, qui favorisent les poussées également. Et donc, dans les formes cutaneo-articulaires simples, donc généralement non graves, il faut absolument les mettre sous antipaludéen de synthèse. D'accord, donc c'est généralement le plaquenil, qui est un bon traitement de fond, qui prévient les récidives, les rechutes, donc c'est au long cours, hein, le plaquenil. Les dermocorticoïdes sur les lésions cutanées, et on peut donner aussi des anti-inflammatoires, parfois non stéroïdiens. Quand vous avez des formes viscérales limitées, d'accord, vous donnez une corticothérapie par prénisone, 0,5 mg kg jour, parfois un peu plus. Alors 6 semaines, c'est pas consensuel, ça dépend. Mais surtout, vous, ce qu'on attendra de vous, c'est la décroissance progressive. Hein. Faites attention. Et toutes les mesures associées qu'on ne va pas détailler à la corticothérapie, l'alimentation riche en calcium, etc. C'est une maladie qui est reconnue comme ALD30, donc la prise en charge à 100%. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Vous, il faut retenir des choses très simples. Après, les formes viscérales graves, c'est pas du tout au programme, donc ça, on va passer là-dessus. Ensuite, l'orientation diagnostique devant un purpura. Ça, c'est très important. Donc le purpura, vous savez que ça ne disparaît pas à la vitropression. Cliniquement, vous avez deux types de purpura. Premièrement, le purpura hématologique. Alors le purpura plaquettaire, c'est pas exactement un bon terme. Le vrai terme, c'est le purpura hématologique, qui est non infiltré. Vous passez la main, c'est uniquement des macules. C'est pas du tout, il n'y a pas de papules. Il est non nécrotique, il peut avoir une atteinte muqueuse et il est monomorphe, c'est-à-dire qu'il y a une seule poussée, donc toutes les lésions ont à peu près le même aspect, ont le même âge. Ou le purpura vasculaire, lors d'une vascularite, qui lui est infiltré, donc vous passez la main, c'est des papules, il y a une nécrose, pas d'atteinte muqueuse, ça touche les zones d'éclive, donc les jambes essentiellement, les membres inférieurs, et polymorphe. Donc vous avez des lésions jeunes, des lésions plus anciennes, avec certaines qui sont des macules, d'autres des papules et d'autres qui sont déjà nécrotiques. Toujours éliminer les 4 urgences. L'urgence absolue, ce que vous connaissez bien, c'est le purpura fulminans. Hein. Vous avez un purpura avec un syndrome méningé, c'est une urgence absolue, hein, dans le cadre des méningites à méningocoque ou à pneumocoque. Le purpura hémorragique, quand vous avez par exemple une hémopathie avec 3 plaquettes qui se battent en duel dans le sang, c'est une urgence parce que le patient là, est en train de vraiment de saigner partout et donc rechercher des signes hémorragiques, l'épistaxis, les gingivorragies, etc. Ensuite, ça c'est des urgences plus relatives, mais il faut absolument y penser, vous y pensez généralement moins souvent, c'est l'endocardite. L'endocardite peut donner un purpura mixte, c'est un purpura plaquettaire et un purpura vasculaire. Donc un simple coup de stéto sur le cœur et vous cherchez un souffle, déjà ça peut vous orienter s'il y a de la fièvre. Et toujours pareil, si vous avez une vascularite, un purpura vasculaire, le patient il a ça sur la paume, il peut avoir ça dans les organes profonds. S'il a des douleurs abdominales, il peut avoir une vascularite digestive. Mais ça, cliniquement, vous pouvez la suspecter. Par contre, l'atteinte rénale, c'est asymptomatique. Le patient ne va rien vous dire. Donc, vous faites absolument une BU pour rechercher des glomérulonéphrite qui nécessiteraient des traitements immunosuppresseurs en urgence. Voilà, ici, un purpura vasculaire. Donc, vous voyez qu'il est déclive, il touche les pieds. Il est papuleux, maculeux, il est infiltré, il est nécrotique, il est même carrément ulcéré ici. Et donc, ça, c'est un purpura vasculaire. Ici, c'était un patient qui avait un purpura rhumatoïde chez un adulte. Là, ici, un purpura hématologique, donc chez une patiente qui avait une thrombopénie très importante. Généralement, quand vous avez un purpura hématologique, vous n'avez pas une petite thrombopénie, c'est généralement des grosses thrombopénies. Donc lui, il n'est pas infiltré, il n'est pas déclive, il touche à peu près toute la peau et il touche les muqueuses. Les purpuras hématologiques, les causes, ça vous verrez ça en hématologie. Donc c'est essentiellement les thrombopénies, les thrombopathies, et donc ça justifie une numération d'urgence pour rechercher les causes. Nous, on va s'intéresser plus aux purpuras vasculaires. Les causes sont très nombreuses. Par purpura vasculaire égale vascularite, vous avez des vascularites médicamenteuses, des vascularites infectieuses, donc une endocardite, les hépatites, le gonocoque. Le gonocoque peut donner, quand vous avez une arthrite à gonocoque, des lésions de purpura vasculaire aux membres inférieurs, le purpura fulminans, bien sûr, et toutes les étiologies virales. N'oubliez pas le VIH. Bien sûr, faire la sérologie VIH. Les maladies systémiques, les cryoglobulinémies, les gammapathies monoclonales, tout ce qui est néoplasique, les vascularites des moyens vaisseaux, la périartérite noueuse essentiellement, et les vascularites des petits vaisseaux, on ne va pas détailler, donc les vascularites à encas ou les vascularites sans encas.
Donc des étiologies qui sont assez larges, qui nécessitent un bilan étiologique assez large. Voilà, ce bilan devant un purpura vasculaire, c'est le minimum à faire devant un purpura vasculaire, avec une électrophorèse des protides, l'ANUM assez simple, enfin le bilan biologique de base. N'oubliez pas la BU, c'est très important à l'examen clinique, la protéinurie des 24 heures pour rechercher une atteinte rénale grave, les sérologies virales, le complément et tout ce qui est immunologique, ça vous connaissez bien. Vous pouvez biopsier le purpura, parfois vous pouvez rechercher certaines causes comme le purpura rhumatoïde où vous aurez un infiltrat avec des dépôts d'immunoglobuline de type A. La prise en charge, elle est étiologique, ça c'est hyper important. Vous traitez toujours la cause. Et le repos au lit, ça ne va pas traiter la cause, c'est sûr, mais comme c'est déclive, le purpura vasculaire, le fait de rester alité, le purpura disparaîtra plus vite. Alors, maintenant on a fini la dermatologie. La plupart des pathologies qui sont problèmes de l'ECN, on va résumer très rapidement la méthode de réponse en dermatologie dans un dossier, mais même dans la vraie vie. L'examen clinique, je le rappelle encore une fois, c'est la peau, mais c'est aussi les muqueuses. Vous regardez complètement votre patient, les fanères, donc les poils, les ongles et les cheveux, les plis, donc vous recherchez bien, vous soulevez les seins s'il faut regarder en dessous, vous soulevez le bras pour rechercher les plis, des atteintes des plis axillaires, les paumes et les plantes. Vous vous rappelez la syphilis, par exemple, les paumes, les plantes. Vous décrivez les lésions sémiologiques, donc une macule, une papule, une vésicule avec une lésion secondaire de type croûte, d'accord, avec la topographie bilatérale symétrique, etc., etc. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure, diagnostic qui doit être très précis. Vous ne dites pas juste érésipèle, vous dites érésipèle de la jambe gauche sans signe de gravité ou dermo-hypodermite bactérienne aiguë non nécrosante, pour dire que vous avez éliminé la fasciite. Pareil, le mélanome, ça ne suffit pas. Vous dites un mélanome à extension superficielle ou un mélanome nodulaire de la cuisse droite, du bras gauche, etc., du stade 3, bon, si vous avez déjà l'histologie, d'accord ? Mais il faut être très précis. Pareil pour l'herpès. Ça, c'est un truc très fréquent. Les gens, ils disent herpès génital. Ça ne suffit pas, l'herpès génital. Il faut dire vulvo-vaginite aiguë sur une prémio-infection herpétique ou alors une récurrence herpétique. Donc, soyez très précis. Pareil, quand vous biopsiez, c'est valable dans tous les biopsies, même pas en dermato, mais la biopsie cutanée, vous l'envoyez en anapathe. Donc vous l'écrivez dans votre copie. C'est très important, sinon ça peut vous valoir 0. Pour confirmer le diagnostic, et pour le mélanome par exemple, c'est les facteurs pronostiques que vous attendez essentiellement. Attention, si on vous demande des examens complémentaires, vous savez qu'à l'ECN, on aime bien vous dire quels sont les 5 examens complémentaires. Donc si on vous en demande 5 ou 2 ou 3, vous mettez le nombre qu'on vous en demande. Vous n'en mettez pas 15. En dermatologie, il y a généralement peu d'examens complémentaires. Donc choisissez bien vos examens complémentaires. Ça, j'ai mis ça parce que je pense que c'est très important. Quand vous proposez un antibiotique, proposez-en un de recours, de secours, si jamais le patient est allergique. Quelquefois, ce n'est pas écrit dans le dossier, il n'y a pas écrit qu'il est allergique à la pénicilline, mais vous, ça peut vous rapporter un petit point en disant, si jamais il y a une allergie, on peut donner tel médicament. D'accord ? Et toujours l'importance de l'éducation. Je pense qu'en dermatologie, le mot éducation doit apparaître dans chaque dossier. Pour les IST, pour la gale, pour le lupus, pour la dermatite atopique, pour toutes les pathologies, le cancer, il faut absolument penser à éduquer votre patient. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, j'ai pris un dossier assez typique pour vous montrer un petit peu comment rédiger. Donc, une patiente qui se présente aux urgences avec une jambe rouge douloureuse, aiguë, fébrile. Donc, vous avez déjà un peu le diagnostic, qui a antécédent de diabète, d'hypertension, obésité. Pas de signe de gravité hémodynamique. Que recherchez-vous à l'examen clinique? Toujours pareil, vous recherchez pour les résipèles la porte d'entrée, une plaie, une escarre, un ulcère de jambe. Donc le plus fréquent, c'est l'intertrigo. D'où l'importance de regarder entre les orteils et donc de bien enlever les chaussettes chez le patient, parce que ça, c'est pas souvent fait aux urgences. Il faut absolument enlever les chaussettes des patients et bien regarder. Toujours rechercher les signes de gravité en faveur de la fasciite nécrosante. Des signes de défaillance hémodynamique, des signes locaux avec de la douleur, de la cyanose, des bulles. Votre diagnostic, pareil, c'est pas une érésipèle point, c'est un érésipèle de jambe droite sans gravité, d'accord? Donc pas une fasciite nécrosante. Les examens complémentaires. Ici, comme vous avez une patiente qui a des comorbidités, vous allez sûrement l'hospitaliser, d'accord? Généralement, dans les dossiers, il faut les hospitaliser. On vous donne des dossiers généralement où les patients ont des pathologies assez graves, enfin plus graves que d'habitude. Donc vous faites un bilan biologique standard, des hémocultures comme toute pathologie infectieuse, et vous prélevez la porte d'entrée. D'accord ? Si vous ne l'hospitalisez pas, les hémocultures et le prélèvement de la porte d'entrée, vous ne les faites pas. Mais si vous l'hospitalisez, vous les faites. La prise en charge, classez bien votre réponse. C'est une urgence, toujours, c'est une urgence. Vous l'hospitalisez, vous justifiez votre hospitalisation parce que vous avez des comorbidités.
vous délimitez l'érythème au stylo comme on a vu tout à l'heure. Attention, elle a de la metformine, d'accord? Donc vous l'arrêtez et vous passez par de l'insuline par voie veineuse ou en sous-cutanée. L'antibiothérapie, vous ne balancez pas juste pénigé, point. Vous dites bien que c'est une antibiothérapie par voie veineuse qui est active sur quel germe? Les résipelles, c'est un streptocoque. Donc vous précisez le streptocoque sans attendre les résultats bactériologiques. Il est hors de question d'attendre les résultats des prélèvements locaux des hémocultures. En l'absence de contre-indication, le traitement de référence, c'est la pénigée. La pénigée, vous savez qu'en pratique, on n'en donne plus, mais dans la conférence de consensus, c'est vraiment la pénicilline G qu'il faut donner. Puis un relais par de l'amoxicilline à 48 heures d'apyrexie pour une durée totale de 20 jours. Toujours, ça peut rapporter un petit point. L'allergie, vous pouvez donner de la piostacine ou des macrolides. Plutôt de la piostacine en première intention, enfin en seconde intention si la patiente est allergique, et toutes les mesures associées. Donc les antipyrétiques, bien sûr n'oubliez pas la vaccination antitétanique. L'anticoagulation n'est pas systématique, en pratique on la met souvent. Chez une patiente obèse qui va rester alitée, on aime bien quand même mettre un peu de Lovenox en préventif, mais ce n'est pas systématique. Et un lever précoce. La surveillance, toujours, là vous êtes dans une pathologie infectieuse, donc toutes les constantes pour voir la tolérance. Localement, recherchez bien que l'érythème disparaît. Donc tous les jours, pendant que vous faites votre visite, même si vous êtes externe, vous regardez la patiente et vous allez voir votre interne ou votre chef si vous voyez que les résipelles dépassent la limite que vous aviez fait au stylo. Toujours rechercher les complications post-streptococciques, donc la bandelette urinaire, à 15 jours. Comment prévenir les récidives? Bien sûr, vous traitez la porte d'entrée. Si vous ne traitez pas l'intertrigo, ici, on ne savait pas s'il y avait vraiment un intertrigo, mais si on avait un, vous le traitez par un antifurgique local pendant 3 semaines, d'accord. C'est aussi la compression veineuse. Vous savez que l'insuffisance veineuse et le lymphœdème favorisent les résipelles, donc vous traitez la compression, par compression veineuse. Et alors les résipelles récidivants, bon ça se discute, mais les patients qui en font beaucoup, on peut leur donner de la pénicilline G retard. Voilà, si jamais un patient dans un dossier fait beaucoup des résipelles, vous pouvez le proposer. En conclusion, la dermatologie, c'est une spécialité qui, je pense, est très difficile dans la pratique parce qu'il y a une importance de l'expérience pour la pratique. À l'ECN, c'est très simple. À l'ECN, vous avez des items qui sont très simples. Il faut bien apprendre votre cours, apprendre le minimum de choses vitales. Apprenez pas les pathologies, des diagnostics différentiels qui sont très rares, ça vaut pas le coup, je pense. Ça tombe à peu près tous les 3 ans. Donc c'est pas si rare que ça. Bien connaître la sémiologie de base. Faites attention quand on vous demande de décrire les lésions, dites pas bouton rouge, etc. Apprenez bien les lésions, c'est assez simple à votre niveau. Une macule, un purpura, etc. Ensuite, vous êtes précis dans le diagnostic, on l'a vu tout à l'heure, pas l'herpès, mais bien dire vulvovaginite, etc., etc. Vous raisonnez simplement en dermatologie pour tout ce qui est tombé à l'ECN, généralement c'est des dossiers simples, on n'essaye pas de vous avoir. Donc vous paniquez pas si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. Essayez de bien vous remémorer ce que vous avez appris. Les examens complémentaires, attention, mettez pas des tonnes et des tonnes d'examens complémentaires. Ça coûte de l'argent, vous perdez du temps et vous perdez surtout des points. Voilà. Et les subtilités, j'ai bien décrit parce que je pense que c'est pas la peine que vous appreniez en finesse toute la sémiologie très fine et tous les diagnostics différentiels qui sont hors programme et qui, je pense, vous vous embrouillez. Si ça vous intéresse, bien sûr, je vous encourage à en apprendre ça, si ça vous intéresse, mais sinon, c'est pas trop la peine. Voilà, ici je vous ai résumé tous les items de la dermatologie, donc ils sont généralement des pathologies assez fréquentes, donc je pense que même pour votre pratique future, que vous soyez généraliste, pédiatre, infectiologue, interniste ou dermatologue, et je pense qu'il faut vraiment bien les connaître. Ça c'est vraiment très très important. Voilà. Sinon, moi, je vous encourage à faire, bien sûr, de la dermatologie parce que c'est une spécialité qui est très clinique, qui est très intéressante en ville comme à l'hôpital, qui touche beaucoup de domaines, les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes comme la médecine interne, la pédiatrie, beaucoup de pathologies dermatologiques chez l'enfant, les IST, le patient VIH, les toxidermies, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc pour conclure, moi je vous encourage vraiment à faire de la dermatologie, c'est une spécialité qui est vraiment passionnante, qui touche à beaucoup de domaines, c'est vraiment de la vraie médecine, ça touche aux maladies infectieuses, à la médecine interne, à la pédiatrie, à la cancérologie, à l'allergologie, donc je vous encourage à faire ça, c'est vraiment une spécialité très intéressante qui a beaucoup d'avenir. Si, comme vous êtes externe actuellement, si vous voulez perfectionner vos connaissances, je vous encourage à regarder un livre que j'ai écrit de dossier clinique qui s'appelle 50 dossiers cliniques de dermatologie et neurologie, dossier de spécialité pour les éditions Vernazov Grégo.
qui sont des dossiers où il y a des dossiers très simples pour la D2, si vous voulez voir si vous avez bien appris votre cours, si vous le connaissez bien. C'est une méthode, je pense, très facile, très simple pour voir si vous avez bien appris votre cours, si vous l'avez bien compris. Et des dossiers plus compliqués, plutôt orientés vers les D4, qui sont un peu plus transversaux, qui vous font réfléchir sur la dermatologie, qui vous préparent à l'ECN. Vous avez aussi, à la fin de après chaque dossier clinique, vous avez une petite fiche récapitulative ou une fiche qui résume une conférence de consensus ou des recommandations. Donc elles sont toutes dans ce livre également. Donc vous avez vraiment les conférences de consensus qui sont simplifiées avec les mots-clés qui, je pense, peuvent vraiment vous aider. Voilà. Je vous souhaite à tous bon courage et une bonne continuation.